Et bonjour, on est en ligne, on est enfin en ligne pour discuter. Ce soir, on va discuter islamophobie, laïcité, école. Comme vous le savez, ça fait quelques jours, il y a quelques jours, on a fêté, entre guillemets, les 20 ans de la loi de 2004 qui portait sur les signes ostentatoires à l'école. Mais en réalité, on sait tous que ça visait les musulmans et le voile des jeunes filles. Et pour nous, c'était le moment d'en rediscuter 20 ans après, mais aussi de faire un retour dans le passé un peu plus long, parce que ça n'a pas commencé il y a 20 ans. On pourrait même remonter très très loin à la colonisation de l'Algérie, mais on va peut-être commencer avec 89 et Creil, et aussi de parler de l'actualité, parce que ça ne s'arrête pas, et on le voit, on l'a vu à la rentrée, avec la question de la baya. Pour discuter de tout ça, j'aurai le plaisir de recevoir tout d'abord Ismahan Chouder. Vous êtes militante antiraciste, féministe et musulmane. Je sais que vous insistez beaucoup sur ça, sur le « et ». Et vous êtes co-autrice du livre « Les filles voilées parlent » qui est édité chez La Fabrique. Bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, Laurent Lévy, militant antiraciste, auteur du livre « La gauche, les noirs et les arabes » qui est aussi édité chez La Fabrique. Et je pense que peu de gens sont au courant, mais vous êtes aussi très concerné par cette affaire parce que vous êtes le père de ces qui étaient alors des ados, mais qui ne le sont plus, mais qui étaient allés en 2003 au lycée Henri Vallon, c'est ça, avec le voile, et ça a provoqué une longue discussion, et notamment, in fine, cette loi de 2004. Merci à vous d'être ici. Alors, les peu de gens, ça concerne déjà tous ceux qui éventuellement ont lu le livre, parce que j'en parle dans le livre. Alors ça fait beaucoup, on va dire. Ensuite, Michèle Sibony, militante antiraciste, membre de l'UJFP, et tu as dernièrement aussi participé à l'élaboration du livre Antisionisme, une histoire juive, qui est édité chez Sileps. Et tous les trois, si je ne me trompe pas, vous étiez, je ne sais pas si vous étiez fondateurs, mais vous étiez parmi les membres d'une école pour tous, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous faire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'était une école pour tous? Et toutes. Toutes et toutes, pardon, excusez-moi. Oui, c'était une formidable aventure, hein, même si l'événement qui a présidé à sa création fut funeste. Alors le collectif Une école pour toutes et tous est né en janvier 2004. Il y avait eu des discussions au préalable déjà à partir de fin 2003. Et en fait, ça a été en fait une rencontre de 150 organisations, puisqu'on s'était retrouvés à Saint-Denis. Tu me corriges, Laurent, Michel. Et en fait, c'est de là, en fait, donc, qu'est parti en fait le collectif sur la base d'un communiqué, en fait, qui fondait le collectif Une école pour tous et toutes contre les lois d'exclusion. Voilà, D'accord. c'était un appel en fait à tous ceux épris de justice, de liberté et d'égalité, de se joindre à ce collectif qui, je le rappelle, parce que ça a été quand même un tournant dans la rencontre entre 150 organisations, alors pas forcément en tant que tel, hein. Tout le monde n'était pas mandaté, parce que déjà ça a clivé cette question, mais pour faire court, entre des associations, des militants, musulmans et d'autres. Voilà, communistes, écolos, marxistes, voilà. Et ça a été vraiment, de ce point de vue-là, en tout cas c'est comme ça que moi je l'analyse et je regarde ce moment-là comme un moment fondateur en fait dans cette convergence en fait par rapport à ce combat-là. Ouais, on va peut-être en reparler durant l'émission. Je vais vous laisser aussi dire un mot, mais c'est peut-être ça aussi qui a lancé ce qu'on a appelé l'antiracisme politique dans les années 2000. Je sais que par exemple, il y avait aussi Ouria Boutelja qui était dedans, il y avait Youssef Boussouma. Bien sûr. Laurent? Oui, non, juste une précision, parce que ce que dit Ismahan est parfaitement juste. Et comme c'est de l'histoire très ancienne, on peut rappeler un point, c'est que ce collectif s'est formé parce que dans le cadre du débat qui s'était envenimé sur cette question du foulard à l'école, qui était passé par l'exclusion de mes filles, entre autres, hein, mais tu as raison, ça ponctuait une histoire qui existait déjà. La commission Stasi, qui s'était réunie pour discuter comment est-ce qu'on règle le problème du foulard à l'école sans qu'on ait jamais su pourquoi il y avait un problème, proposait qu'une loi soit prise. Et donc ce collectif était organisé contre la promulgation, le vote d'une éventuelle loi anti-foulard. Autrement dit, c'est une bataille perdue, mais c'est une belle bataille. Oui.
Oui, d'ailleurs, on va revenir tout ça sur le long de l'émission parce que, en fait, ça n'a pas commencé en 2003 et on a vu 89 et même il y avait un flou en fait et la manière de gérer à l'école, les filles qui venaient avec le hijab, bref, j'ai l'impression que pendant une quinzaine d'années, les gens ne savaient pas comment faire. En 94, il y avait Bayrou qui avait fait une circulaire. On va discuter de tout ça. Juste finir ma présentation avec Julien Talpin, sociologue, chercheur au CNRS. Tu travailles sur les quartiers populaires, l'engagement dans les quartiers populaires. Tu es co-auteur du livre L'épreuve de la discrimination, enquête dans les quartiers populaires, qui a été édité aux Presses Univers de France. Et tu vas bientôt sortir un livre fin avril qui s'appelle « La France, tu l'aimes mais tu la quittes », qui va sortir aux éditions du Seuil. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu ? Absolument, et je pense que c'est, merci pour l'invitation, c'est complètement en lien avec tout ce dont on va parler ce soir, puisque on a travaillé sur des choses qu'on commençait à voir apparaître, mais en tout cas que je voyais apparaître notamment sur un de mes terrains d'enquête, qui est la ville de Roubaix, en banlieue de Lille, qui est des musulmans, des musulmanes qui disent, au regard de la montée de l'ampleur du racisme et de l'islamophobie qu'on subit, la seule solution qui nous reste, c'est de partir, en fait. Ouais. Et ça revenait, moi, de façon un peu ponctuelle dans les entretiens. Et on a, avec un certain nombre de collègues de l'Université de Lille, en fait, décidé de lancer une enquête pour un peu préciser la nature et l'ampleur du phénomène. On a lancé un appel à témoignages. On a plus de 1000 personnes, en fait, qui sont aux 4 coins du monde, qui ont répondu à notre questionnaire. On a fait 150 entretiens approfondis et on essaye de restituer tout ça sur les raisons qui poussent les gens à partir et à faire qu'au final, c'est ce qu'ils nous disent, la plupart sont plutôt contents d'être partis parce que ça a plutôt boosté leur carrière et ça a apaisé aussi leur vie quotidienne, un peu, même si la situation n'est pas forcément idéale à l'étranger, l'islamophobie leur paraît moins pesante. Ouais. J'aurais une petite question, mais pour pas spoiler le livre, mais je me demandais, est-ce que ça concernait davantage les femmes qui portaient le hijab, vu qu'on voit que c'est encore plus bloqué pour elles en France, ou au contraire, c'est un peu varié chez les musulmans qui sont partis. Nous, la moitié des femmes qu'on a rencontrées portent un voile, effectivement. Et donc, c'est surreprésenté parce qu'en fait, c'est un tel blocage dans les trajectoires professionnelles que souvent, elles se posent la question. Sachant quand même, je me permets de le mentionner, c'est que nous, ce qui ressort beaucoup de l'enquête, c'est que c'est pas n'importe quel type de musulmans et de musulmanes qui partent. C'est des gens très diplômés. La moitié ont un bac+5. Donc, c'est des élites plutôt du privé, en fait. Des gens qui ont fait ingénieur, de la finance, économie, etc. Donc voilà, ce profil-là, mais qui malgré tout, en fait, malgré leur master, voire leur doctorat, en fait, se retrouvent bloqués dans leur ascension professionnelle, et c'est particulièrement le cas pour les femmes qui portent un foulard. Ouais. D'accord. Alors, avant qu'on commence la discussion, il y avait Christophe qui voulait nous partager un petit extrait d'un documentaire sur les manifestations de 2004, il me semble. S'il y arrive. Mais c'est ce qu'ils cherchent. Oui. C'est ce qu'ils cherchent. On n'est pas beaucoup, le problème, c'est que... T'as appris ça par cœur. Tu as appris ça par cœur. Sur quoi? C'est la liberté. C'est la liberté de chacun. Ils mettent l'ordre moral.
démocratie, ils ont le droit d'être là, de défendre leurs droits. C'est une démocratie en principe. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde. Voici, c'est ici. L'école pour tout le monde. L'école pour tout le monde. Musulmans, chrétiens, tout le monde. L'école pour tout le monde. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions. Et je crois qu'on est de retour, c'est ça? Sur pas encore. On est de retour, donc on a vu ces images, on a vu qu'il y avait une manifestation et que ça provoquait des débats. J'ai l'impression qu'il y a eu 20 ans et même encore maintenant de gros débats. Mais en fait, pour commencer, il y a quelque chose qui m'interroge sur la loi de 2004. On a vu là sur la vidéo qu'il y a effectivement eu de la contestation, mais il y avait du débat si on devait adopter cette loi de 2004 ou pas. Là, quand on a fait la promo pour cette émission sur la loi de 2004, j'ai l'impression que chez les gens, il y a une incompréhension et il y a l'idée que la loi de 2004 est entérinée, c'est quelque chose qui ne bougera jamais, et même ce serait indécent, ce serait impensable d'y revenir, et même dans l'antiracisme, alors que j'ai l'impression qu'il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans, on parlait de revenir sur la loi de 2004. Est-ce que vous partagez aussi ce sentiment que, voilà, pour les gens, ça ne sert plus à rien de revenir dessus, et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Michel? Je dirais que juste avant de venir, j'ai lu le communiqué de Solidaire, Sud Solidaire, sur cet anniversaire des 20 ans de la loi de 2004, qui est un très bon communiqué. Et puis dans les revendications, il y a beaucoup de revendications contre l'islamophobie sous toutes ses formes, contre l'interdiction de la baya, mais je n'ai pas vu le retrait de la loi 2004. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est intégré, quoi. Laurent? Oui, j'aurais un sentiment plus ambivalent. C'est vrai qu'il n'y a pas de revendication de l'abrogation de la loi chez personne, y compris chez des gens qui, aujourd'hui en tout cas, tiennent des discours résolument contre l'islamophobie, etc. Pourtant, il n'y a pas que ces gens-là. Je crois que dans la jeunesse en particulier, les images qu'on vient de voir sont totalement exotiques. C'est-à-dire que ce genre de débat et la violence de ce débat me semble aujourd'hui incompréhensible par la grande masse des jeunes. Et puis il y a une autre chose qui m'a frappé, parce que Michel, tu évoques le communiqué que Solidaire a fait à propos des 20 ans de la loi. Mais sur les 20 ans de la loi, moi ce qui m'a le plus frappé, c'est l'absence de célébration. Si on avait dit aux législateurs de 2004 que 20 ans plus tard, personne, en gros, n'en parlerait dans la presse, machin, etc., qu'on ne déposerait pas des plaques, qu'on ne ferait pas des cérémonies, des trucs, pour moi, de l'avancée de la République. Ils ne l'auraient pas cru. Ils avaient le sentiment, ou en tout cas ils affirmaient, qu'ils faisaient un truc énorme, important, une grande avancée pour la République, blablabla. Et rien de tout ça n'a eu lieu. Et c'est vrai qu'il y a le fait que cette loi est pour beaucoup de gens assumée, définitive, c'est comme ça, on n'y touche plus, c'est vrai. Et c'est dommage, je pense qu'il faudrait une campagne pour l'abrogation de cette loi. Mais en même temps, elle n'apparaît plus du tout comme un élément essentiel de l'ordre républicain, etc. Et je crois que ça n'est pas sans importance. Voilà. Julien? Et après, peut-être que tu voulais réagir, Julien. Moi, je partage quand même ton sentiment, Wissam, sur le fait que c'est quasiment impossible, en fait, aujourd'hui, de se dire contre la loi de 2004, en fait, dans le champ politique, mais y compris dans le champ militant, et c'est extrêmement coûteux. Juste, à mon avis, un exemple qui est particulièrement emblématique, et les gens ont conscience, en fait, du coût que ça pourrait représenter de prendre une position claire
sur 2004, c'est qu'à certains égards, au fond, le CCIF a été dissous pour la dénonciation de l'islamophobie d'État, qui était notamment induite par ses positions sur la loi de 2004, en fait. Et je pense, et y compris dans ce qui reste, on pourrait dire, de la société civile musulmane, qui est aujourd'hui particulièrement attaquée, réprimée et mise sous le boisseau, il y a peu, en fait, c'est difficile de porter cette parole-là au regard des coûts que ça représente. On l'a vu avec le CCIF, et donc ça témoigne aussi du niveau, de l'intensification de la bataille idéologique sur cet enjeu-là, qui fait que les gens ont bien conscience qu'à certains égards, prendre une position de l'ordre de l'abolition de la loi 2004, c'est prendre une quantité de coûts qui fait qu'au fond, on perdrait toutes les autres batailles, on devient... C'est être vu comme islamiste. Je pense que s'il y a une organisation qui maintenant prend cette position, on va tout de suite la cataloguer de vraiment défenseur des islamistes. Est-ce que vous voulez... Ismaël ? Oui, on va dire que dans les faits, oui, on ne peut pas dire le contraire. Sauf que concrètement, et c'est vrai, ça a été dit, c'est que moi je suis assez d'accord avec le fait que moi je m'attendais à une célébration de la République, c'est vrai, ouais. Puisque c'est quand même au nom de la République, du féminisme, de la laïcité, que cette loi est passée. Et du coup, je l'ai vécu, en tout cas à mon niveau, je l'ai vécu quand même comme si c'était honteux, en fait, de célébrer une telle loi. Parce que concrètement, alors moi, cette manifestation, j'y étais... on s'est fait... Et d'ailleurs, le monsieur là, qu'on voit brandir son idiot 10 mètres, il s'est adressé directement à moi à un moment donné. Et il a fallu que ce soit un copain d'Act Up qui prenne ma défense et qui s'interpose. Et là, pour le coup... Alors quand c'était des copains musulmans qui sont venus renforcer le service d'ordre, on les a taxés d'islamistes encadrant les voilés. Mais quand c'était des blancs, par contre, là, personne n'y a trouvé à redire. Ouais. Donc, clairement, en fait, c'est ça. En fait, il y a une espèce d'ambivalence dans le fait, pas de célébration officielle, institutionnelle, mais en même temps, moi, j'ai assisté, pareil, à une table ronde samedi, dans laquelle, quand même, ce qui a été redit et martelé de la part des associations qui étaient là, c'était... il y avait même un élu d'ailleurs, c'était ne pas passer à la trappe la revendication de l'abrogation de cette loi. Et je pense que voilà, c'est à nous en fait, c'est à nous, militants, membres de la société civile, engagés, de porter, de continuer à porter non seulement la mémoire de cette lutte qui a été éminemment violente, éminemment violente, même physiquement, et de continuer en fait à déconstruire ce qui a été construit en fait dans cette espèce de mythe national sur le fait que cette loi, en fait, ça a été une loi de liberté et que finalement on a pacifié l'école sanctuaire, et que maintenant, d'ailleurs très vite, il aurait dû y avoir un bilan des effets de cette loi dès la rentrée 2005. Ça a été vite classé, 45 exclusions, des filles qui se sont retirées. Sauf que concrètement, dans les faits, 2004, ça a été... Moi, je l'appelle la mère, en fait, de la législation d'exception à l'endroit d'un corps d'exception. C'est celle qui va donner lieu à toute la logorée législative islamophobe qui s'en est suivie. Et pas que de la logorée, parce que ça a été le premier jalon d'une série de lois... Enfin, de la politique d'État, d'une politique d'État islamophobe qui assume de prendre une succession de lois. C'est pour ça que je pense que c'est difficile de remettre en question la loi de 2004, parce qu'il y a eu tellement d'autres étapes entre-temps. On a l'impression que c'est trop loin. Il faut d'abord régler des trucs. Il faudrait redéfaire les chevaux pour arriver jusqu'à 2004. En tout cas, moi, ce qui me frappait dans l'extrait, c'était qu'il y avait de la joie, quand même. Et que cette joie a un peu disparu de toutes les manifestations qui s'en sont suivies. Laurent ? Oui, il y avait beaucoup de joie, c'est ce que Ismaël disait. C'était vraiment une expérience extrêmement joyeuse et enrichissante pour ceux qui l'ont vécu. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu une raison très particulière pour laquelle il n'y a pas eu de célébration de la loi. C'est qu'ils auraient été obligés de faire un bilan. Un bilan au regard des objectifs affichés. Oui. Et que c'est rien. Si, c'est une chose, il n'y a plus de lycéennes voilées. Enfin, par rapport à l'ambition extrême qui était affichée par le législateur à cette époque-là, leur bilan est ridicule. Ils sont obligés d'affronter une contradiction, c'est-à-dire qu'ils
il proposait de mettre cette loi notamment pour émanciper ces jeunes filles du voile. Et en même temps, ils nous disent que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes filles qui portent le voile. Donc, ils sont peut-être devant le truc. Peut-être qu'apparemment, même de leur point de vue, ça ne me semble pas marcher. Mais je crois que c'est fondamental dans le fait qu'il n'y a pas eu cette célébration. Et par ailleurs, l'histoire de l'abaya, par exemple, je ne suis pas sûr qu'ils étaient tous très enthousiastes pour ça. Mais c'est une application littérale de cette loi. C'est pas, il n'est pas faux leur discours sur le fait, signe religieux, machin, on comprend bien que... Et ça dénonce l'absurdité totale de cette loi. Oui, parce qu'après on se dit qu'il n'y a pas de limite sur la démonstration. Il y en a, en effet, pas. C'est pas un signe religieux, et que les jupes longues non plus, et que les tenues un peu noires non plus. Il y a une extension du domaine de la loi, là. Non, ça a été tranché par les circulaires ministérielles dès 2004. C'est-à-dire, à propos, par exemple, des bandanas, des bérets, des trucs. Il disait, en soi, ça n'est pas un signe religieux, mais s'il est clair que la jeune fille qui le porte parce qu'elle ne peut pas porter le foulard et qu'elle veut quand même faire quelque chose, que le porte pour... Et donc, cette interprétation-là, elle ne date pas de la rentrée dernière, elle date vraiment déjà de la rentrée 2004. Oui, exactement. Et puis, sachant que ce qu'on a réussi quand même à créer, c'est des signes religieux par destination. C'est ça, mais c'est la même chose. C'est la même chose, en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'on suppute que, selon que vous serez de telle ou telle origine, si vous portez un bandana, dans un cas, c'est pas un signe religieux, mais si vous êtes d'une autre origine, là, ça devient un signe religieux. Il y a eu l'absurdité avec les kimonos, des jeunes filles musulmanes qui n'ont pas pu porter leur kimono parce que c'était vu comme une tenue religieuse. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que c'est logique. C'est la logique de cette loi. Ça montre l'imbécilité de cette loi. C'est-à-dire que, bien sûr, une jeune fille qui porte un bandana peut le faire simplement parce qu'elle trouve que c'est cool. Mais si elle est musulmane, on a raison de penser. Et c'est vrai qu'elle le porte parce qu'elle ne peut pas porter le foulard et qu'elle aimerait mieux porter le foulard. Autrement dit, l'application normale, juridique, logique de cette loi aboutit à ces absurdités et à ces horreurs. Parce que il y a vraiment des jeunes filles qu'on a fait souffrir d'une manière absolument injuste et irrémédiable. Et je pense qu'il faut aussi, avant d'entrer plus en détail dans le débat, il y a encore des gens qui ne comprennent pas ou qui font semblant de ne pas comprendre pourquoi on dit que la loi de 2004 est discriminante et a un caractère islamophobe. Parce qu'ils vont avoir cette astuce de dire « Ah mais non !» ça fait tous les signes religieux ostensibles. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent ça? C'est pas vrai. Il suffit juste, indépendamment des positions et des avis des uns et des autres, d'accord, sur la question. Il suffit juste de se référer à tous les débats qui ont eu lieu avant, pendant, après et depuis cette loi. Je veux dire, le signe qui est mobilisé, y compris dans le vocabulaire employé, c'est toujours voile, foulard, hijab, et ainsi de suite. Je veux dire, on peut le démontrer de manière mécanique, quasi mathématique, qu'il ne s'agit pas, en fait, d'une loi contre les signes religieux à l'école. On peut le démontrer même de manière juridique. Voilà. Parce que les travaux préparatoires de la loi, les débats à l'Assemblée nationale, moi j'ai lu l'intégralité des débats à l'Assemblée nationale à l'époque, il n'y a pas une intervention qui parle d'autre chose que du foulard. Pas une. Et il y en a même... Il y a un incident marrant dans le vote de la loi. Une fois qu'ils ont adopté chaque article, chacun pris à part, il n'y en a pas beaucoup, après avoir adopté tous les articles, j'étais très content, voilà, il ne restait plus qu'à valider la loi. Puis il y en a un qui dit, il y a un problème, c'est que cette loi telle qu'elle est, alors c'est tous les articles tels qu'ils sont, cette loi telle qu'elle est a l'air d'être purement répressive et sans aucune grandeur républicaine. Nous n'avons pas évoqué la laïcité. Et donc ils ont ajouté dans le titre le mot laïcité, loi interdisant les signes religieux ostentatoires, en application du principe de laïcité. Comme si ajouter un mot dans le titre d'une loi faisait que cette loi cessait d'être purement répressive, sans aucune grandeur républicaine, etc. Le foulard est la seule chose qui les a intéressés. Ouais. Mais d'ailleurs, là, sur le principe de laïcité, si je ne me trompe pas, il me semble que ces jeunes filles sont usagers des services publics, donc normalement ne devraient pas être sujettes
à la neutralité religieuse, mais que l'argument qui a été utilisé, c'est le fait qu'elle soit mineure, c'est ça? Ou qu'elle soit jeune, ou... Ces deux choses-là ont été dites. Mais ce n'est pas des arguments. D'abord, mineur, moi, une de mes filles était majeure, par exemple. Hein. D'accord. C'est pas... non... Il y a eu plusieurs arguments qui ont été mobilisés. Le fait que l'école soit un sanctuaire, qu'il fallait protéger l'école, y compris les autres élèves, parce que vous savez que, voilà, par capillarité, oui, c'est ça, le prosélytisme. C'est ça. D'accord. C'est que le voile peut être contagieux par capillarité au sein de l'école, avec voilà des. Bon, voilà, il y a eu mille et une raisons. Après, oui, Julien. Non, mais c'était juste pour aller dans ce sens-là et souligner qu'effectivement, en 2004, c'est un tournant quand même majeur parce que c'est l'avènement d'une nouvelle laïcité. C'est pour ça qu'il y a eu besoin d'une loi. C'est que d'une certaine façon, en fait, il ne pouvait pas s'appuyer sur 1905 puisque, au fond, cette loi, elle est quasiment contraire à l'esprit de 1905 qui restreint la laïcité à la neutralité des agents du service public. Et là, on fait un virage quasiment à 180 degrés où c'est les usagers du service public avec l'enjeu qui était déjà évoqué au préalable, en fait, un peu sous-jacent qui est de séculariser la société au forceps. D'une certaine façon, on a une crainte face à l'arrivée, d'une certaine façon, d'une population, l'avènement d'une population musulmane plus visible en fait dans l'espace public en France. Et la seule façon qu'on va trouver, c'est de restreindre législativement, au fond, les droits qui existaient jusqu'alors pour les autres croyances, quoi. Et donc c'est effectivement très différent du régime laïque qui était en vigueur jusque-là, quoi. Absolument, c'est ce que notre ami Pierre Thévanian a appelé une révolution conservatrice dans la laïcité. C'est-à-dire qu'on a changé le sens du mot laïcité à travers cette loi. Et tu as raison, la laïcité telle qu'elle existait depuis 1905 et même depuis 1888 n'a jamais concerné les usagers des services publics. Jamais, jamais, jamais. Et d'une certaine façon, quand un prof arrive avec un Coran sous un bras et un recueil de hadiths sous l'autre pour dire à une jeune fille « mais non, ça n'est pas obligatoire dans ta religion de porter un foulard », je ne suis pas sûr que ce soit un comportement vraiment laïque. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu ce genre d'argument qui a été mobilisé. Là, on parlait des débats 2003-2004, mais comme on a dit en début, ça avait commencé bien avant. J'ai parlé de 94 avec la circulaire de Bayrou, mais même avant ça, les débats vraiment sur le voile et l'école, ça a commencé avec Creil en 89. Est-ce que vous pouvez rappeler aux gens ce qui s'est passé, grosso modo, et est-ce que ça avait provoqué les mêmes polémiques en 2004? Comment ça se fait qu'en 89, ça s'est calmé, et en 2004, non, il y a eu la loi de 2004? Il s'est passé les mêmes polémiques, mais pas polarisées de la même manière. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu ce chef d'établissement à Creil qui a voulu interdire à deux de ses élèves, qui étaient deux jeunes filles turques, de porter le foulard au lycée. Il a dit « Non, ça n'est pas laïque, patata. » Et il y a eu un débat public qui s'est un peu emballé, sauf que des organisations comme SOS Racisme, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, etc., on dit mais non, mais ça ne tient pas debout. Oui, c'est ça. On dénonçait ça à l'époque, d'accord. Mais a commencé à ce moment-là un vrai backlash républicaniste. Il y a eu une tribune signée par je ne sais plus qui, il y avait Elisabeth Badinter, Taguieff et je ne sais plus qui, Finkielkraut, enfin bon, quelques personnalités de ce genre qui ont fait un article qui s'appelait, je ne sais pas, « Républicains n'ayons pas peur », et qui dénonçait le truc là. Mais ce qui est marrant, c'est que la laïcité, c'était un principe légal depuis 1905, constitutionnel, et qu'il a quand même fallu faire une loi pour interdire le foulard à l'école. Ce qui montre bien que ça ne résultait pas du principe de laïcité, puisque le principe de laïcité était déjà dans la loi à l'époque. Hein. Peut-être pour aller dans ce sens-là, au fond, 89, c'est déjà en fait effectivement la mise à l'agenda du problème musulman par la mobilisation de réseaux conservateurs, qui sont encore là aujourd'hui d'une certaine façon. Et ce qui avait calmé l'affaire à l'époque, c'est la décision du Conseil d'État qui rappelle qu'au fond, au nom de la loi de 1905, on ne peut pas demander la neutralité des agents du service public. Et il citait en fait Aristide Briand, le rapporteur de la loi de 1905, qui rappelait que d'une certaine façon, on ne pouvait pas exiger aux professeurs ou aux usagers du service public de ne pas avoir de vêtements religieux. Et donc, on est encore dans le régime de la laïcité de 1905 en 89, et c'est ça qui va pour partie calmer l'affaire à l'époque, mais les réseaux conservateurs ne vont pas lâcher l'affaire et vont continuer constamment à remettre à l'agenda cet enjeu jusqu'à 2004. C'est quand même la mise en place du premier clivage.
dans la société française, quoi. Ça commence là quand même, ça commence en 89, où on commence à voir les philosophes ou so-called et intellos qui prennent des positions, et ça, à partir de là, quand même, ça n'a pas cessé de renforcer les camps. Et peut-être que le collectif Une école pour toutes, dans les affrontements qu'il a dû assumer, a à la fois fait exister le clivage, mais aussi à la fois trouvé ses alliances. Je pense que c'est important de le dire, parce qu'on n'était pas toutes seules. Mais c'est ça qui est intéressant quand on retrace les débats. Déjà, on voit qu'il y a une partie de la gauche qui défendait ces jeunes filles et leur voile à l'école, on a l'impression que ça n'existe plus. SOS Racisme, par exemple, même si ça avait provoqué des débats en interne, on sait que, par exemple, Gisèle Halimi avait quitté SOS Racisme apparemment à cause d'un désaccord sur ça. Mais ce qui est le plus surprenant quand on voit les débats, c'est que en fait, le clivage gauche-droite explose. C'est-à-dire que autant à gauche, il y a des désaccords, autant à droite, il y a des désaccords pour différentes raisons. Mais quand on voit moi, quand je revois les débats, j'ai l'impression d'être un peu perdu, de voir qui est pour, qui est contre. Est-ce qu'il y avait aussi cette sensation-là à l'époque de un peu les repères étaient perdus et ça, c'est l'impensé colonial, quand même, qui s'est réveillé à ce moment-là, il me semble, et qui est transversal. Voilà, c'est pas que le clivage gauche-droite disparaît, c'est qu'il s'y surajoute un autre clivage qui n'est pas dans le même sens. Il y a deux axes distincts, et en effet, la gauche a été fracturée, la droite un peu moins, parce que la droite est quand même malgré tout un peu plus colonialiste que la gauche, mais voilà, tout le monde a été fracturé. Oui, mais c'est vrai que ça a été transversal et transpartisan, cette histoire, parce qu'il y avait plusieurs positionnements, en fait. Il y avait, pour la liberté, contre la loi, contre la loi, mais contre le foulard aussi. C'est-à-dire qu'on a assisté, en fait, à un développement par rapport à des positions, et sachant que même des grandes organisations qui, on va dire, étaient partie prenante du collectif Une école pour tous et toutes, moi, je me rappelle de positions, en fait, de membres qui disaient toujours, et apportaient toujours, en fait, ce bémol en disant je ne représente que moi-même. Je ne suis pas mandaté par... Alors, je ne vais pas les citer. Je ne suis pas mandaté pour exercer ou en fait délibérer cette position. Et en fait, moi, c'est là où c'est... Parce que bon, c'est vrai qu'en 89, j'étais un peu jeune, mais c'est en 2004 que, en fait, j'ai percuté de plein fouet dans la pensée coloniale, en fait. Parce que, y compris parmi nos alliés, ce que j'entendais par rapport à contre la loi, sans être pour le foulard ou ni contre... c'était quand même cette espèce de paternalisme, de maternalisme aussi, où en fait, ce fil rouge qui courait en disant en fait, on va vous montrer la bonne façon en fait de vous libérer. Et avec l'impensé sous-jacent, et c'est pour ça qu'après du collectif Une école pour toutes, avec Michel, avec d'autres, on a fondé le collectif des féministes pour l'égalité, pour se retrouver entre femmes. Et alors pour l'égalité, pourquoi ? Alors l'égalité, moi je me fais toujours un malin plaisir de le dire, c'était en fait collectif des féministes pour l'égalité. En fait c'est l'égalité, on parlait évidemment d'égalité homme-femme, mais on parlait là en l'occurrence d'égalité femme-femme. Parce qu'il y avait des femmes qui étaient moins égales que d'autres apparemment. Et qu'il fallait libérer, y compris de l'intérieur des féminismes. Michel ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas né de rien. Avant cette histoire c'était un déplacement sur l'islam, cette histoire, parce qu'avant ça, c'est pas qu'il n'y avait pas de racisme anti-arabe en France. Ah ouais ? Il y en avait. Non, mais c'est intéressant comme déplacement. Mais d'ailleurs, juste pour aller dans ton sens, il y a quelqu'un qui demandait si le 11 septembre, ça avait joué aussi 2001 ou pas vraiment. Sûrement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où on désignait dans la loi l'altérité, quoi, on a réveillé quelque chose qui n'allait plus s'arrêter, finalement, et qui est évidemment de l'ordre du racisme, mais le pernicieux, c'était de viser les musulmans, enfin les musulmanes en l'occurrence. Et je veux juste raconter un truc. À l'époque, j'étais prof en lycée professionnel et j'avais beaucoup d'élèves filles et musulmanes, mais ni voilées, ni ayant envie de se voiler, ni rien du tout, mais qui étaient très choquées par les débats et qui m'avaient dit, il y avait une fille qui avait dit, ils vont voir ce qu'ils vont voir, on va tous se voiler pour leur montrer. Et je trouve que c'était intéressant parce qu'il y a eu ce mouvement-là aussi dans le voile, un mouvement de résistance
contre le regard négatif qui était porté sur ces femmes, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose, Laurent ? Juste quelque chose. Le fait que soit apparu à ce moment-là l'impensé colonial de manière assez massive, et l'antiracisme s'était rarement penché sur la question. L'antiracisme classique ne se voyait pas comme anticolonialiste et ne voyait pas trop le rapport. Et c'est en effet assez largement, pas seulement, hein, et puis surtout, ça existait avant, mais à l'occasion de cette affaire du voile, beaucoup de jeunes gens qui ont été impactés par ce débat, qui ont vu le caractère raciste évident des arguments qui étaient lancés, ont enclenché une réaction qui a conduit à l'idée décoloniale. Enfin, l'appel des indigènes de la République est directement tiré de ces débats-là. Il a été élaboré. C'est une rencontre avec plein Il y a eu les histoires des rencontres des uns et des unes avec les autres, mais il y a aussi eu le développement de la réflexion à partir de ce qu'on avait vécu dans cette lutte pour l'égalité, cette lutte bête à la limite contre une loi raciste. Ça a développé les réflexions, et l'appel des indigènes qui date de début 2005 a vraiment bouleversé le champ de la réflexion de ce point de vue. Mais donc, en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est aussi, donc on voit que la gauche a été un peu, vous avez dit, paternaliste, il y a eu du racisme. Avant que je pose la question, il y a quand même eu des gens qui ont rejoint le mouvement. Il y a vous, il y a eu Christine Delphi. Je disais avant, dans l'antiracisme classique, à l'époque, en effet, chacun a fait ses choix. Au moment du vote de la loi anti-foulard, 1/3 des députés communistes l'a voté, mais 2/3 a voté contre. D'accord. Hein, c'est-à-dire le représentant du secteur... Le Parti communiste avait voté 2/3 contre. 2/3 contre, oui, bien sûr, bien sûr. Ça a changé même. Les meilleures interventions contre la loi ont été le fait de députés communistes, de Jean-Claude Lefort, Patrick Bravoisec et j'en passe. Oui, c'est étonnant qu'on voit le Parti communiste maintenant de Roussel. C'est autre chose. Mais j'ajoute un point, là je parle du vote des députés communistes qui n'ont pas réussi à être unanimes, ce qui est inhabituel dans ce parti, c'est-à-dire que la majorité n'a pas pu imposer son point de vue à la minorité, mais le représentant du secteur antiraciste du Parti communiste participait à École pour tous, Serge Guichard, et lui il disait: je suis mandaté, je représente le Parti communiste. C'était partiellement vrai, parce que les débats étaient inaboutis dans ce parti, et ça n'était pas sur la base de discussions collectives réelles et approfondies, mais le secteur antiraciste du Parti communiste participait à École pour tous. Mais, moi, si tu permets, Wissam, par rapport à la question du 11 septembre. Bien sûr qu'elle est venue percuter aussi cette question, en fait, dans les débats et même depuis, parce que ce qui a été mobilisé post-11 septembre, c'est quand même le clash des civilisations. Donc en filigrane, en fait, c'était ça dont il était question chez beaucoup, en fait, de personnes, que ce soit dans les manifestations. Ça, c'est un exemple, c'est la face émergée de l'iceberg, mais dans toutes les manifestations auxquelles on a assisté par la suite, y compris, par exemple, la manifestation qu'on avait vécue, je crois que c'était le 26 novembre 2004 et même 2005 par rapport à tout ce qui est contre la lutte contre les racismes. Et là aussi, on s'en est pris plein. Au FSE à Londres, ça a été l'apothéose. C'était extraordinaire. Alors là, le FSE à Londres, pour ceux qui ne connaissent pas comme moi. Forum social européen, voilà, à Londres. Là, c'est pareil, ça a été... je veux dire, la France et les Français présents au FSE ont réglé leur compte. Et tous ceux qui étaient présents là-bas, en fait, ont assisté comme ça à des foires... Anglais, les Suisses. À des foires d'empoigne dans des amphithéâtres. Hein. Je me rappelle dans Claude Askolovitch, lors de la table ronde avec Christine Delphi. Personne ne comprenait rien. Personne ne comprenait rien. Non, il disait qu'on était fous quand même. Ah ouais, non, mais voilà, c'était vraiment... Jugement justifié quand on relit les propos de Bernard Cassen. Il y avait Cassen. Au FSE de Londres, on avait envie d'inviter des infirmiers en blanc pour le mais c'est quoi, au FSE, il y a les anti-voiles qui sont venus faire leur discours? Dans la délégation française. Oui, dans D'accord. la délégation française. Oui.
D'accord. C'était à l'époque l'espace quand même gravité toute l'extrême gauche européenne, pour le dire comme ça. D'accord, ah oui, il y en avait plus. beaucoup la LCR, donc l'ancêtre du NPA. Si on fait un peu d'éducation populaire sur l'histoire de ces luttes-là, au fond, cet espace-là n'avait pas vocation à donner à voir les divisions, y compris de l'extrême gauche française. Voilà, parce que tu avais aussi, alors qui n'était pas au FSE, mais lutte ouvrière est quand même assez importante dans la genèse aussi de ce délire-là en 2003-2004, ici en Seine-Saint-Denis, etc. Donc là, il y avait des divisions à tous les étages de la gauche, en fait, dans le mouvement social, et pas que chez des gens qui sont réacs d'habitude, en fait, pour le dire. Que Elisabeth Badinter prenne ces positions-là, c'est pas très surprenant. Que des gens d'extrême gauche, voilà. Mais il y a des impensés racistes et coloniaux qui sont remontés là. Mais des impensés très, très, très impensés, hein, parce que dans le lycée, qui est juste à côté d'ici, où étaient mes filles, il y avait une espèce de bouillon de culture parmi le corps enseignant. Il y avait un dirigeant très important, numéro 2 de la LCR, il y avait le responsable des questions scolaires de lutte ouvrière, il y avait un ancien président de l'UNEF, il y avait des tas de militants très actifs avec des responsabilités importantes dans beaucoup de mouvances d'extrême gauche, et c'est ceux-là qui ont organisé l'exclusion de leurs élèves. Hein, voilà. Juste pour terminer sur le 11 septembre, c'est ça, parce que en filigrane, ce qui, en tout cas, par rapport en fait au discours tenu, aux positions, criées partout, c'était ça en fait, c'est-à-dire il y avait, c'était carrément l'axe du bien contre l'axe du mal, c'est-à-dire l'islam, 5e colonne, des femmes musulmanes qui portaient un foulard, 5e colonne du fascisme vert. Je me rappelle d'un article, suite d'ailleurs au FSE à Londres. C'est le terrorisme, le voile. Eh ben, c'était ça. Donc, c'était là le bien contre le mal, l'atteinte à la République, à la laïcité, aux droits des femmes. En fait, cette logorée, elle puisait dans le contexte de la thématique du clash des civilisations. Hein. Oui, bien sûr que le 11 septembre a favorisé l'hystérisation de ces débats. Voilà. Mais d'autres événements aussi, hein, dès la révolution iranienne en 79, la guerre civile en Algérie, enfin toutes ces choses-là ont polarisé l'opinion publique sur l'idée que, attention, l'islam c'est très dangereux, c'est très mal, voilà. Et le prétexte presque anecdotique du foulard à l'école s'est trouvé investi de toutes ces problématiques explosives, hein, c'est le cas de le dire. Michel ? Juste une petite incise. C'est l'époque d'avant, c'était l'époque de l'antiracisme de gauche, qui n'avait aucun problème en général. À gauche, on était antiraciste et c'était assumé. Et puis quand ils ont rencontré cette forme-là de racisme, c'est là qu'ils ont perdu les pédales complètement. Tout d'un coup, c'était plus de l'antiracisme théorique ou désincarné, c'était sur cette histoire-là. Et ils y étaient plus, quoi. Mais c'est ça que j'allais demander, c'est que ça me rendait dingue. On sait qu'il y a eu des disputes entre l'immigration, les descendants d'immigrés, la gauche avant ça, notamment avec SOS Racisme, ça commençait la marche contre le racisme et tout. Mais est-ce que ça n'a pas vraiment marqué la rupture, le fait que, comme vous avez dit, que la gauche était pas seulement pour la loi, mais parfois était acteur première de cette loi. Déjà, ils n'étaient pas religieux. En même temps, se prétendaient défenseurs des immigrés et que beaucoup de descendants d'immigrés étaient contre cette loi. Est-ce que ça a provoqué cette rupture-là déjà, la gauche, elle n'était pas religieuse, elle était même plutôt anti-religieuse par tradition. C'est important sur l'attitude de la gauche, tu as raison. L'attitude de la gauche sur le foulard a été, entre autres, déterminée par l'anticléricalisme traditionnel de la gauche et qu'au-delà de la question coloniale, raciale, etc., il y a eu cette hypothèque qui a été posée sur le débat par le fait qu'il y a beaucoup de militants de gauche, d'accord, ils sont antiracistes, d'accord, ils sont tout ce qu'on veut, mais ils sont anti-calotins. Et donc... on le voyait dans la vidéo. Voilà. Et je pense que cet anarchiste qui disait Ni vieux ni maître, il n'est pas colonialiste, il est même certainement anticolonialiste, il n'est certainement pas raciste, il n'a rien contre les Arabes, quoi. Mais alors, la religion, waouh! Et ça a pesé. Et ça, c'est lié à l'histoire longue de la gauche. Hein. Ouais, mais est-ce que c'était pas un problème aussi de la gauche de ne pas actualiser l'anticléricalisme ? Bien sûr que si. Oui, bien sûr. Un problème. Mais ça fait partie de son histoire longue. C'est-à-dire que la gauche s'est construite aussi comme ça. Dans un pays hyper cléricaliste, la gauche française, je parle de la gauche française, hein, dans un pays hyper cléricaliste qui a construit sa démocratie contre l'Église, tout ça pèse, hein, dans les consciences des gens.
Et s'agissant spécifiquement de l'islam, la guerre civile en Algérie a énormément pesé sur les consciences de gauche. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de gens de gauche qui étaient liés à l'Algérie pour des raisons diverses, etc., ont considéré, ont été sur des positions de ce qu'on appelle les éradicateurs, c'est-à-dire cachez-moi cet islam que je ne saurais voir, et ont rendu... Alors que bon, on sait que les torts étaient à tout le moins partagés, mais ont rendu les islamistes et l'islam responsables du massacre qui a eu lieu quand même en Algérie pendant 10 ans. Hein. Juste sur la gauche, c'est vrai qu'il se passe quand même en 2004-2005 des choses hyper importantes, parce qu'il y a à la fois les divisions et les trahisons d'une partie de la gauche sur 2004, et puis il va y avoir les émeutes ou les révoltes de 2005, où là aussi la gauche sera complètement aux abonnés absents, et pendant ce temps-là, il y a le camp de l'antiracisme politique qui se structure de façon autonome, alors avec des alliances qui seront là quand même, mais minoritaires, et il y a la naissance de tout un tas d'organisations. On a parlé des indigènes, le CCIF naît aussi à ce moment-là, et là il se passe un truc en fait, et ça voilà, et sans les organisations traditionnelles de gauche, voilà, l'antiracisme s'auto-organise de façon importante là, quoi. Mais d'ailleurs, je me demandais, avant l'émergence de cet antiracisme-là, quel était l'état de l'antiracisme avant ça? Et aussi, je me demandais, tu parlais là actuellement des organisations musulmanes, c'était quoi l'état des organisations musulmanes dans la fin des années 90, début années 2000? Quasi rien. Quasi rien. Enfin, pourquoi ? Parce que les organisations musulmanes commencent, je m'avance à dire ça comme ça, commencent véritablement à se structurer, à s'emparer des questions de l'antiracisme politique, mais d'autres questions aussi, hein, des questions sociales, des mobilisations et autres. Mais moi, dans les années 90, hein, clairement. Et ça commence avec l'UJM à Lyon, et voilà, avec des organisations. Mais moi, j'ai envie de dire, mais c'est lié à un facteur purement objectif. Hein. C'est qu'en fait, l'âge... Ouais. C'est une question d'âge, parce que quand on regarde dans les années 90, en fait, on a affaire à des acteurs, là je parle des organisations musulmanes, hein, je ne parle pas des organisations qui étaient connues comme le MIB, le mouvement d'immigration et des banlieues et d'autres qui existent depuis et qui étaient mobilisés bien avant d'ailleurs la marche contre le racisme et pour l'égalité en 83, vraiment en tant qu'organisation musulmane qui assume en fait cette étiquette. Sur ces années 90, avec la montée en puissance de Tariq Ramadan, l'UJM, et c'est là vraiment où, donc, l'État, c'est un État, en fait, d'émergence, en fait. Ouais. D'autant que la réislamisation des populations de tradition musulmane est un phénomène récent. On ne peut pas faire comme s'il y avait toujours eu des musulmans. Ça n'est pas vrai. On assiste à un moment où toute une génération... dont les parents sont vaguement musulmans, jeûnent plutôt au ramadan et mangent sûrement pas de cochon, mais où ça se limite assez volontiers à ça, apprennent les choses, ils lisent des trucs, comment on fait la prière, machin, etc. Et c'est les jeunes qui vont éduquer leurs parents à un moment. Et c'est un mouvement qu'on sous-estime. On a toujours l'impression que l'institution actuelle a toujours existé. Mais en réalité, l'islamisation, oui, d'un point de vue religieux, la réislamisation de la jeunesse de souche musulmane en France est un phénomène récent. Et j'ajoute un détail paradoxal. C'est un phénomène d'intégration. Mais c'est ça que je voulais dire. Est-ce que c'est pas aussi plutôt de réislamisation? C'est des gens qui ne se sentent plus obligés de cacher leur islamité en tant que Français. Exactement. C'est une manifestation d'intégration. La maman qui venait d'Algérie, elle était très contente de se mettre à la française. Elle est à Rome fait comme les Romains, et je suis pas chez moi, et je fais comme tout le monde. Leur fille, elle est là, elle est chez elle. Elle est née en France, de parents français. Et donc, puisque je suis chez moi, je fais comme chez moi. Il y a une manifestation d'intégration, en réalité, au sens positif, pas au sens dégueulasse qu'il a dans le discours public. Il y a une véritable intégration de toute la jeunesse d'origine immigrée, qui, puisque je suis chez moi, je fais comme chez moi. Et ça se traduit par une relation différente à ses origines, et y compris, ça a un volet spirituel, religieux, etc. Et c'est ça que n'a pas pu voir la société française. Elle a considéré que le voile était étranger. Moi, c'est ça peut-être aussi. Je vais vous dire une chose. Moi, je connais bien des femmes musulmanes. Elles voient une femme musulmane dans la rue, et de très loin, elles disent ça, c'est une Française.
Moi, je connais rien. Moi, je sais pas distinguer un pantalon d'une jupe. Je suis nul. Je suis pas observateur. Et la mode, j'y connais rien. Mais elles peuvent vous dire, ah non, le foulard mis comme ça, c'est typiquement français. Ouais. Oui, il y a des types... Alors que la société française va dire, mais qu'est-ce que c'est que ces tenues saoudiennes En tout cas, moi, je me souviens que quand j'étais à l'école, petite, et je viens du Maroc, et mes parents, on a rasé les murs comme tout le monde en arrivant. T'es fière d'être juive, mais si on te demande rien, tu dis rien. C'était bonjour, je ne savais plus quoi faire à l'école. Mais je me souviens du moment où j'ai demandé à ma mère de me donner une chaîne avec une étoile de David que j'ai voulu porter à l'école. Et il ne s'est rien passé, mais c'est clair, dans l'après-coup, j'ai bien compris que c'était un test, et que c'était un test d'intégration. Est-ce que ça passe ou pas Et à l'époque, ça passait. En tout cas, c'était de manière de dire, je suis chez moi. Oui, sûrement. On voit la différence avec aujourd'hui. En fait, 20 ans plus tard, il y a quand même une génération qui est passée. Et je pense que cette forme presque d'insouciance, j'ai envie de dire, alors quand bien même il y avait déjà de la violence, il ne faudrait pas non plus minimiser, mais aujourd'hui, moi je ne pense pas que les discours soient exactement les mêmes. Au fond, 20 ans d'islamophobie dans la gueule de façon quotidienne, en fait, fait que les gens ont quand même un rapport à l'identité nationale, pour le dire comme ça, qui est quand même beaucoup plus ambivalent. Voilà, et ça c'est... Voilà. Mais je pense que tu as dit tout à l'heure, mais ça aussi, c'est vraiment une des pierres angulaires en fait de la question. C'est ça en fait, c'est insupportable pour celles et ceux en fait de voir ceux qui sont regardés, qui ont été construits ad vitam aeternam comme étant d'un ailleurs, en fait être là. Revendiquer, être à côté de gens, d'autres citoyens, d'autres engagés sur le terrain, de manifester avec les sans-papiers pour plein de choses en disant mais c'est, et s'il en fallait une, moi je ne suis pas convaincue qu'il faille une preuve, mais c'est la meilleure preuve d'intégration politique, j'entends, et pas de désintégration culturelle et autres. Que justement, parce que quelqu'un qui ne se conçoit pas d'ici comme étant d'ici, il ne revendique rien. Puisqu'il n'est pas d'ici. Bien sûr. En plus, moi, ce qui m'étonne, c'est que là, j'ai lu un petit peu pour préparer le débat, mais j'avais lu le livre de Khosrow Kabar le voile à la République, et qui, en 95, montrait déjà ça, et montrait que les jeunes filles qui étaient le plus attachées au voile, c'était les filles plutôt de classe moyenne, et qui, pour elles, étaient le signe aussi d'une intégration, qu'elles se sentaient musulmanes et françaises, et les deux en même temps. Et justement, la question que je me posais, c'est, on voit aujourd'hui que quand on parle encore de la question du hijab et tout, il y a une grande absente, c'est la personne concernée, c'est la personne qui porte. Est-ce que c'était le cas déjà en 2004 ? Est-ce qu'on a pu... C'était bien pire. Plus que jamais, parce qu'en fait, on était obligé du discours, mais personne n'a pris le soin de venir nous demander, en fait, à la limite même, si je trouve ça très intrusif, mais de prendre le soin de venir me demander pourquoi en fait je portais ce que je portais. Ah non, en fait il y avait des discours, une inflation sur voilà, elle le porte comme ça. Alors comme elle disait Saïda Kada, d'accord, alors si jamais, d'accord, une fille qui porte un foulard parle bien, donc elle manipule. C'est la 5e colonne d'un fascisme vert. Si elle parle mal ou elle parle pas bien ou elle maîtrise pas, elle est manipulée. Sous-entendu, voilà, elle est téléguidée par... Donc, en fait, la marge de manœuvre, elle est super étroite. En fait, on n'a jamais été, en fait, des sujets en tant que tels. C'était bien pire qu'aujourd'hui. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'a priori, s'il devait y avoir un débat sur le foulard à l'école ou ailleurs, il ne pouvait pas y avoir une femme voilée parce qu'elle ne serait pas objective. Ouais. D'accord ? Pour être, ouais, mais on en était vraiment là, hein, d'une manière, je ne sais pas comment dire, pitoyable. Un mot là-dessus en fait. Donc un jalon important avant la loi, donc c'est la commission Stasi qui va préparer en fait en 2003 tous les débats. Alors il y a une interview récente en fait de Orient 21 de Jean Bobéro, donc historien de la laïcité, qui a participé à la commission, qui s'était d'ailleurs abstenu au moment du vote du rapport, voilà, qui rappelait en fait qu'il y a eu des propositions à l'époque pour auditionner. Ce que font les commissions, c'est qu'ils auditionnent des gens, des experts pour s'exprimer sur l'état des relations à l'école, etc. Il y a eu des mobilisations pour que, précisément, des femmes qui portent un foulard ne s'expriment pas pour partager leurs expériences, leurs conditions. Donc, activement, les organisateurs de la commission, ils racontent ça dans l'entretien, au fond, ont refusé les propositions que notamment lui et d'autres ont faites, que les premières concernées, au fond, puissent s'exprimer. Mais ça en dit long, d'une certaine façon, sur les modalités de fabrique de la loi et l'invisibilisation de ces femmes. Quoi. Le pire, c'est qu'à mon avis, ils faisaient ça de bonne foi.
Ils disaient de bonne foi, non, elles ne peuvent pas être objectives. Ça ne sert à rien de les entendre. On sait ce qu'elles vont dire. Et c'est vrai que ça a aussi évolué le discours sur les femmes qui portent le hijab. C'est que, comme tu dis, au départ, vu qu'elles ne parlaient pas, c'était il faut les sauver, malgré elles et tout. Et dès qu'elles ont pris la parole, c'est devenu, en fait, elles aussi ont le plan de conquérir. Il y a vraiment cette idée de conquête. Et je me demandais, c'était quoi l'opinion française à ce moment-là? Est-ce que l'opinion française était très favorable à cette loi ou Elle était partagée, mais plutôt favorable. Je pense que oui, en gros, la loi a assez largement fait consensus, mis à part dans certains secteurs particuliers, ou secteur de secteur. Enfin, je disais tout à l'heure au Parti communiste, un tiers des députés votent pour, mais 2 tiers votent contre. À l'intérieur du Parti communiste, où la discussion n'a pas vraiment eu lieu, je ne sais pas quel aurait été le rapport de force, mais il y avait des gens pour, des gens contre. C'était pareil à la LCR, c'était pareil dans les milieux libertaires. Il y avait des gens pour et des gens contre. Juste peut-être un mot là-dessus. Moi, je relisais aussi en fait des travaux qui ont été écrits à l'époque. Et un truc intéressant, c'est en fait ils comparent. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'était des sondages, mais en fait l'état de l'opinion avant le début de l'emballement médiatique, pour le dire comme ça, et après. Et en fait au début, on est à peu près à l'été 2003, en fait. Les gens en fait considèrent que c'est pas un problème important et que 2, les gens sont plutôt partagés sur l'interdiction du foulard dans les écoles publiques. Au terme de la loi, donc je crois qu'après ils prennent décembre 2003 ou janvier 2004, ça a considérablement évolué, ce qui montre en fait l'incidence au fond de la construction médiatique et politique du problème musulman, l'islam imaginaire, comme l'a appelé Thomas Deltombe dans un bouquin de 2005 où il revient là-dessus. Voilà, on a construit aussi une opinion publique sur cette question-là, quoi. Le voile médiatique dont parlait Pierre Thévanian. Tout à fait. Vous pensez que ça a pu jouer aussi sur la commission Stasi, tout l'emballement médiatique, ou c'était des experts qui étaient un peu objectifs? Je ne sais pas si ça a joué, en tout cas ça a été, puisque les débats et l'emballement médiatique ont été concomitants avec les débats à la commission Stasi. Mais il y a eu... Voilà, c'est ça. Le débat s'est emballé avec l'affaire d'Aubervilliers, avec l'affaire de mes filles, à une époque où la commission Stasi, en gros, roupillait assez largement. Elle existait, elle était déjà réunie. Elle existait avant, mais elle était en espèce de mort clinique, ils n'avaient rien à dire, ils faisaient rien. De la commission, en fait. L'affaire d'Aubervilliers, quand elle a été médiatisée par des profs qui ont raconté ce qui se passait à des journalistes, alors effectivement, ça a réveillé la commission Stasi à ce moment-là. L'emballement médiatique, il date vraiment de cette affaire-là, mais sinon, il y avait eu des moments d'emballement médiatique et un gros roupillage, parce que comme le disait Julien à l'instant, la plupart des gens, c'est pas qu'ils étaient plutôt pour ou plutôt contre, c'est qu'ils s'en foutaient radicalement. Ouais, c'était pas un problème... Et là, on a parlé de l'attitude de la gauche, et je voudrais qu'on parle un petit peu aussi d'une partie de cette gauche qui a joué un grand rôle, c'est les organisations féministes. Et il semblerait qu'à l'époque, alors à part quelques exceptions comme Christine Delphi, c'est le début du fémonationalisme. Ouais. Qui atteint sa grandeur aujourd'hui d'ailleurs, avec le 8 mars dernier, mais c'était vraiment... C'était scandaleux, quoi. C'était d'autant plus scandaleux que c'était une histoire de femmes, pour le coup, et que beaucoup des organisations féministes sont montées au créneau contre des femmes, en cherchant à leur expliquer qu'elles se trompaient, quoi, qu'elles étaient dans l'erreur. Je pense que ça t'est arrivé souvent, toi. Oui, ça m'arrivait souvent, et notamment, puis c'est concomitant aussi avec les ni putes ni soumises. Voilà, c'était en fait. Vous voulez nous renvoyer au Moyen-Âge. Non, mais c'est ça. Et puis il y avait on va dire. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait je me rappelle. Ah bah oui, parce que comment je vais le dire, parce qu'après la terminologie elle traduit toujours. Voilà, c'était de manière très caricaturale, mais à peine, je force à peine le trait. D'un côté, il y avait les bonnes femmes et filles issues de l'immigration qui s'étaient émancipées du carcan familial, religieux, donc ni putes ni soumises. Et de l'autre côté, il y avait les filles voilées. Voilà, donc c'était ça. Et dans cette espèce de brèche se sont engouffrés... Bah oui, là, pour le coup, la quasi-totalité des organisations musulmanes, féministes. Ouais. Et pour le coup, ça a été... Moi, je me rappelle un exemple.
qui justement qui a précédé cette manifestation du 6 mars 2004. Donc on est parti en tant que collectif, donc Une école pour toutes et collectif Féministes pour l'égalité, dans les réunions préparatoires qui se tenaient à la Bourse du Travail de Paris. Ah, mais ça a été une foire d'empoigne, à tel point que ce qui s'est passé, c'est que ça a été d'une violence. Et à tel point que je me suis retrouvée en train de traiter Maya Surdutz, paix à son âme, de phallocrate. Et mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on a été prise à partie, alors qu'on était d'accord quasiment sur tous les points de l'appel à la manifestation pour du 6 mars, en l'occurrence. Ouais. Mais le fait même, en fait, que la vision de notre foulard déclenchait non seulement l'hystérie, l'irrationalité, plus rien ne tenait, en fait. Et c'était abominable. On avait beau parler d'égalité de droit, de chemin d'émancipation, de la liberté de choix, en fait, quelque chose qui est fondamental, en fait, dans les chemins d'émancipation des femmes. Et le fait que ce soit... Oui, c'est de ça. disposer de son corps. Vous remettez en question notre combat et nos acquis. C'est ça. Nous nous sommes battus pour nous libérer des chaînes de l'Église, de la bourgeoisie, du patriarcat, etc. Vous nous replongez dans ça. Vous nous replongez avec, dans ça, oui. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y a le fait aussi de dire, vous scindez le mouvement féministe aussi. À la manifestation pour l'anniversaire de la loi Veil, je crois que c'était le trentenaire de la loi Veil, je me rappelle, cette scène hallucinante. Il y avait les membres du collectif féministe pour l'égalité, parmi lesquels des femmes voilées, qui tenaient une banderole, avec écrit sur la banderole « Mon corps m'appartient ». D'accord ? Elles se sont fait chasser manu militari par des militantes féministes, donc « Ton corps t'appartient à toi, ça m'étonnerait ». Ce qui vraiment, d'un point de vue féministe, est quelque chose de stupéfiant. Voilà. Mais je voulais mettre un bémol à ce qui a été dit là. À partir de mon expérience, quand j'ai commencé à avoir ce problème avec mes enfants, et avant qu'ils ne soient mis sur la place publique par un article dans Libération, comme j'étais un vieux militant, que je connaissais beaucoup de monde, etc., mais que j'étais un peu bête, mon sentiment, ça a été, bon, je vais me faire soutenir facilement par les organisations antiracistes et les organisations féministes. Parce que ça me paraissait très clair qu'on avait affaire à un truc antiféministe et raciste. Bon. Donc je me suis adressé aux uns et aux autres. Alors côté antiraciste, par chance, je suis tombé sur Mouloud Aounid, qui a immédiatement embrayé de façon extrêmement positive, et je lui dois beaucoup de ce point de vue, y compris sur le plan psychique et moral et de l'aide qu'il m'a apporté. Mais lui-même a pris, oui, qui était à l'époque secrétaire général du MRAP, qui était le principal dirigeant du MRAP. Mais il a pris des coups dans son organisation parce que le MRAP lui-même a été scindé et depuis la majorité s'y est inversée. Bon. Côté féministe, je suis allé voir un certain nombre de militantes féministes que je connaissais bien, avec lesquelles je militais par ailleurs sur des questions de politique générale. Il y en a une qui était la présidente du principal regroupement d'organisations féministes en France. C'était une personnalité centrale dans le mouvement féministe en France. Tu as donné son nom tout à l'heure, c'était Maya Surdutz. Oui. Je raconte. Maya Surdutz. Mais enfin bon, on n'est pas là pour balancer les noms, d'autant qu'elle est décédée. Elle est décédée, et c'est une femme qui, par ailleurs, était très honorable et qui a mené vraiment des combats formidables dans sa vie. Comme disait la Limite, il y a eu des combats formidables sur cette question. Absolument. Mais quand j'ai dit à Maya, voilà, j'ai ce problème-là, j'ai mes filles, je lui raconte l'histoire, elle me dit, ah là là, mais il faut que ce soit toujours les filles qui trinquent. Et elle ajoute, moi j'ai toujours dit, alors avec ce vocabulaire qui montre qu'elle ne comprenait rien, mais elle dit, j'ai toujours dit, je préfère Montaigne avec la burqa que la burqa sans Montaigne. Et donc j'ai toujours été contre l'exclusion des lycéennes qui portent le foulard. D'accord ? Elle me dit ça. Et puis, peu de temps après, elle m'a évité quand elle me croisait. Ni Montaigne, ni burqa. Parce que la position qui était intuitivement la sienne n'était pas partagée dans l'énorme rassemblement d'organisations qu'elle présidait. Et elle a favorisé, je ne veux pas lui en faire grief, mais elle a favorisé l'unité du mouvement féministe au débat sur un... Une autre militante féministe à qui je me suis adressé m'a regardé de façon un peu bizarre et puis m'a fait faire un interrogatoire complet. Oui, mais alors, tes filles, est-ce qu'elles ont des cours d'éducation sexuelle à l'école, mais machin, etc. Et on finit par faire un petit communiqué de soutien.
qu'elles ont regretté. Je le sais par ailleurs, parce qu'elles se sont après ça prononcées pour la loi. Mais elles ont soutenu mes filles devant le conseil de discipline. Et la troisième, je peux donner son nom pour le coup, même si elle est encore en vie, c'est Clémentine Autain, qui dès le début a dit « mais c'est pas normal, je te fais un papier », et qui a tenu ferme cette ligne du début jusqu'à la fin. Elle était déjà là, Clémentine Autain ? C'était une jeune militante, oui, d'accord. mais elle a été adjointe au maire de Paris à, je crois, pas 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, mais elle a même signé l'appel du collectif. Oui, c'est ça. Et puis, elle a signé des trucs et des fois, elle a retiré sa signature en disant, dans mes milieux féministes, je ne tiens pas. Mais je subis trop d'attaques pour avoir signé ça. Je peux pas. Et c'est quand même ouf que il y a quand même eu le soutien plus qu'explicite, même on l'a vu là dans la vidéo, de Christine Delphi, qui est pourtant l'une des théoriciennes principales du féminisme en France. Ça les a pas interrogées. Il n'y a pas eu, je dirais pas le soutien de Christine Delphi. Elle a été l'un des piliers de notre combat. Elle a été un des piliers et elle a été excellente. Elle a été courageuse, elle a tenu sur les principes féministes, contre justement la pression et ça, bien sûr, moi je lui tire pas mon chapeau et mon foulard tous les jours parce que c'est exceptionnel. Mais il n'y a pas eu qu'elle, hein. Il y en a eu d'autres qu'on a vu d'ailleurs à l'image. Hein. Voilà, Monique Rinon, Catherine Samary, il y en a plein. Dans les militants de gauche, il y a aussi Pierre Thévanian qu'il faut citer. Je sais pas Pierre si on Thévanian, qui bien sûr, qui est le co-auteur d'ailleurs du de livre. Voix des Parles, oui. Voilà. Mais Christine, moi j'ai fait un entretien avec elle bien des années plus tard et elle me racontait à quel point 2003-2004 ça avait changé sa vie en fait. Et il y a une sorte de révélation à ce moment-là, c'était un truc hyper fort en fait. J'invite à lire dans son petit recueil qui s'appelle Classé dominé. Oui, on trouve à la Fabrique. On trouve le discours qu'elle a prononcé dans un meeting peu avant le vote de la loi. Et je n'oublierai jamais ce meeting, la voix tremblante et nette et franche de Christine Delphi, dans une émotion incroyable et qui se tenait debout et qui racontait qu'elle s'était fait virer du CNDF quelques jours plus tôt, la veille au soir, et l'émotion qu'elle exprime, on peut la lire dans son texte écrit, et vraiment j'invite à lire ça pour comprendre le rôle que cette femme extraordinaire a joué dans ce combat. Il y a aussi les conférences sur YouTube, si vous voulez. Et la fin de son discours, qui a été fondateur, en tout cas pour moi, jeune femme que j'étais à l'époque, et qui dit un féminisme avec les musulmanes qui portent un foulard, et pourquoi pas. Et c'était au Trianon. Michel ? Si, ce que je voulais dire, c'est que c'est comme souvent les choses des États-Unis arrivent très tardivement. Oui. Il y a eu le féminisme noir américain qui est arrivé aussi en France à un moment et qui a commencé à modifier un petit peu les points de vue. C'est-à-dire, on a commencé à... Enfin, j'espère que les féministes françaises, une partie d'entre elles en tout cas, a commencé à comprendre qu'elles n'étaient pas détentrices universelles et uniques et exclusives de toutes les formes de féminisme. Et les féministes noires américaines qui sont, pour certaines, traduites très récemment même. C'est étonnant à quel point c'est tard. Expliquer ça très bien. Il y a un impensé universaliste. Les féministes noires, il y avait les textes d'Audre Lorde qui m'avaient énormément marqué, qui disaient quand vos enfants, les problèmes que vous avez avec eux, c'est ça et ça. Nous, nos enfants, on a peur qu'ils se fassent tuer en allant à l'école. Quand vos maris vont bien, etc., nous, on ne peut pas attaquer nos maris, sachant que le seul refuge qu'ils ont comme noirs dans cette société, c'est la maison. Par exemple, elle posait des différences comme ça objectives qui étaient claires, qui montraient qu'elles avaient besoin d'un agenda spécifique. Ça fait penser qu'il y avait une question que posaient des féministes noires à l'époque, qui aurait pu être posée par les femmes musulmanes vis-à-vis de ces organisations féministes, c'est « Ne suis-je pas aussi une femme ?» On a l'impression qu'elles oubliaient qu'elles aussi... Complètement. Oui, bien sûr. Et on l'a posé... Alors moi, cette question, je l'ai posée, mais sans connaître, en fait... Ces journées de troupe, je crois, un truc comme ça, la militante... Ça, la sororité, on a pris un gros coup à l'époque. Mais je crois qu'elle a repris le titre d'une expression d'une militante esclavage qui avait échappé à l'esclavage. Et là, on a vu tout l'historique. Je me demandais que ça a été quoi, au final, les conséquences de cette loi de 2004, déjà pour les musulmans, déjà des débats
tous les débats, parce que je pense que c'était anxiogène et tout. Donc, quelles ont été les conséquences des débats, mais aussi de la loi de 2004 pour les musulmans? Je crois que tu as un peu travaillé sur le sujet ou... Après, peut-être que des gens qui sont plus directement concernés peuvent l'évoquer, mais non, mais un truc qu'il faut quand même rappeler, mais ça va de soi, mais c'est quand même l'énorme violence en fait que ça a quand même représenté. En fait, c'est le début de l'épreuve du dévoilement en fait. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé un peu là-dessus, donc sur des femmes musulmanes, voilà, qui me racontent au fond tous les stratagèmes qu'elles commencent à mettre en place, l'angoisse, le stress, etc. C'est d'abord ça en fait, c'est des conséquences individuelles, subjectives. Au-delà, effectivement, de l'ambiance en fait que ça crée. Voilà, moi ce on évoque beaucoup, c'est à la fois la violence, on pourrait dire ordinaire de l'islamophobie, et puis la violence de l'islamophobie d'atmosphère en fait, pour paraphraser un auteur célèbre. Et voilà, c'est que la multiplication de ces polémiques dans l'espace public, et ben en fait ça pèse en fait. Ça, moi les gens me disent, je peux plus respirer en fait. Et c'est ça qui des musulmans sur le. Est-ce que ça provoque un traumatisme dans les organisations musulmanes? Est-ce que c'est... Alors après, ça c'est ambivalent sur les conséquences. Est-ce que ça pousse à l'engagement ou est-ce qu'au contraire, en fait, parce que ça a aussi des conséquences sur la santé, en fait, y compris la santé psychique, etc. Moi, je veux pas être dans le misérabilisme non plus, et voilà. Mais c'est voilà, je pense qu'il faut se rendre compte quand on n'est pas musulman. Et moi, c'est un peu mon rôle que je me donne aussi en tant que blanc qui recueille ce type d'expérience, de les partager à mes camarades. Mais c'est voilà, c'est incommensurable quand on n'en fait pas directement l'expérience. Des choses relativement anodines, en fait, mais qui détruisent des gens, en fait. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Les conséquences directes, elles se sont exprimées, elles sont devenues visibles dès la rentrée 2004, très concrètement. Et ça a été atroce, infâme, terrible. Je n'ai pas assez de vocabulaire pour vraiment dire ce qu'ont vécu ces jeunes filles de l'intérieur de l'école comme traitement dégradant, humiliant, avant même les conseils de discipline, puisque soi-disant, il devait y avoir une phase de discussion. Mais il faut voir ce que c'était la phase de discussion, hein. La phase de discussion. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Laurent Lévy a participé au recueil de témoignages de ce livre, Les filles voient les parlent, parce que on a voulu en fait faire un livre noir. Au départ, initialement, on l'avait appelé comme ça, le livre noir de la loi du 15 mars 2004. Parce que ce bilan, personne ne l'a fait. À part nous, personne ne l'a fait. Et quand on voit, parce que c'est un recueil de témoignages de jeunes filles de l'intérieur des collèges, des lycées, mais en fait, isolées dans des salles insalubres, sans vitres, poussiéreuses, avec par exemple des choses... Oui, mais c'est pour leur émancipation. Ouais, moi j'ai jamais compris comment on émancipait quelqu'un malgré lui et sans lui d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est pas sérieux. Non, oui, non, mais... non plus, je suis pas sérieuse. Mais bien sûr, c'est parce que l'absurde, ça veut dire qu'on a justifié l'absurde via des traitements, infâmes, en fait, terribles, qui ont été faits à ces jeunes filles. Mais je crois qu'il y a pire. Tu sais, parce que tu évoques... Excuse-moi, juste Michel, parce qu'elle demandait la parole, et après Laurent. Je voulais dire deux trucs. Ni pute ni soumise, ça a aussi servi à l'époque à mettre en accusation les garçons arabes. Oui. Ouais. Et Nassira Ghenif avait fait un beau travail là-dessus d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire qu'on visait les filles, mais à travers la protection des filles, on visait les garçons aussi déjà. Ouais, les frères et les pères. Voilà, c'était déjà un pas de plus dans l'islamophobie généralisée. Et puis, je trouve que le pire du pire, pour moi, c'est les enfants. C'est-à-dire ce que ça fait, peut-être parce que j'ai été prof et que je suis sensible à ça, ce que ça fait à des enfants... qui adorent leur maman, qui la respectent et qui la voient humiliée et qui grandissent dans cette atmosphère de violente à l'égard de ce qu'ils sont, qui intègrent que ce qu'ils sont c'est mal, c'est pas bien d'être musulman, c'est mauvais dans cette société. Et je me dis, l'école qui est un lieu de construction de l'enfant a fait la pire des choses avec toutes ces chartes pour la laïcité que les enfants doivent signer avec les parents. C'est une désignation qui est permanente. Vraiment, ça renvoie à des images atroces, je trouve, ce que ça peut faire à des gens qui se construisent de cette manière-là, en étant l'ennemi et le mauvais, avec des parents qui sont désignés comme les pas bons. Je trouve ça affreux. Ça a ouvert aussi le débat sur l'interdiction des accompagnatrices avec le voile sur l'école. Mais c'est ça. Parce que la circulaire d'application de la loi de 2004, donc la circulaire d'application du 18 mai
textuellement, elle disait la loi ne concerne pas les parents d'élèves. Sauf que l'infamie de cette loi raciste et sexiste, c'est qu'elle a permis quoi en fait? Comme c'était clair et pas clair. Donc ça a libéré l'arbitraire le plus absolu. Ouais, c'était le pied dans la porte, quoi. C'est pour ouvrir. C'était ça. Celle ou celui qui avait un contentieux à régler avec les Arabes, les musulmans, l'Algérie, la décolonisation, en fait, s'est appuyé sur ça pour humilier. Et franchement, moi, j'ai une amie psychologue qui a pris en charge quelques-unes de ces jeunes filles à l'époque, et elle me disait, elle continue de me dire, on se remet de beaucoup de choses dans la vie, hein, mais on ne se remet jamais du sentiment d'humiliation. Mais on se rappelle l'étendue de ça. Vous vous rappelez l'image, c'était pas à l'école, mais pour moi c'est l'étendue de ces débats où il y avait une mère qui portait le hijab, qui avait été interpellée par un élu de Front National. Il y avait son enfant. Oui, Bourgogne, oui. Voilà. C'était Bardella. C'était Bardella à l'époque. Ouais. Oui, je voudrais revenir un peu en arrière. Je suis infiniment d'accord, en particulier avec ce qu'ont dit les deux, mais je pense à Michel sur les effets induits pour d'autres. Mais sur les effets directs de la loi, on avait calculé à l'époque que environ 400 jeunes filles avaient été déscolarisées par l'effet de la loi. C'est-à-dire avaient quitté le lycée, puisque c'est comme ça, ok. Et donc, soit prenaient des cours toutes seules, soit essayaient d'être candidats libres au bac, soit abandonnaient la course. À peu près 400, c'est assez difficile à chiffrer parce qu'on n'a pas de statistique complète, mais par des recoupements, on a pu y parvenir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu as très bien décrit la terreur que ça a été, l'enfer que ça a été pour les jeunes filles qui sont arrivées au lycée avec leur foulard et qui ont été convoquées devant le conseil de discipline, etc. Un truc que tu n'as pas évoqué, qui est peut-être moins violent, je ne suis pas sûr, mais qui est beaucoup plus nombreux, c'est les dizaines, les centaines de jeunes filles qui simplement ont renoncé à porter leur foulard et sont allées au lycée sans le foulard, et qui ont vécu ça d'une manière absolument catastrophique. Moi, j'en ai connu, j'en connais... Et elles n'ont même pas pu réussir leur scolaire. Je pense à une jeune femme maintenant, bon, les mères de famille et tout, mais très intelligente, vive, qui avait tout ce qu'il faut pour devenir, qui était une très bonne élève et tout, et qui, se trouvant dans le lycée dans ce contexte, elle avait fait le choix même pas de l'enlever en entrant dans le lycée. Elle partait de chez elle sans le foulard, elle disait tant pis, je vais au lycée. Mais elle passait ses journées dans une situation un sentiment d'oppression, d'autant que les profs, sachant qu'elle portait le foulard par ailleurs, la traitaient comme voilée, machin, et comme l'infériorisaient en permanence. Et des cas comme ça, ce sont, je ne sais pas combien, mais de nombreuses centaines. On est en train de parler de milliers de gamines qui aujourd'hui sont des femmes qui ont une quarantaine d'années, quoi. Hein. Une dernière intervention. En fait, Julien va bientôt partir, donc... Non, mais je voulais rebondir là-dessus. C'est qu'effectivement, certaines ont arrêté l'école, et c'est quand même important, la déscolarisation, de le mentionner, y compris, moi j'évoquais au début, en fait, l'exil, en fait, des musulmans de France. Nous, notre enquête, en fait, couvre 30 ans, et on voit les pics, en fait. Et il y a eu un pic, d'une certaine façon, de personnes qui sont parties en 2004, 2005, 2006, en fait, et qui mentionnent, en tout cas, ce moment-là, et qui vont les conduire à quitter la France, au fond, pour aussi se scolariser, etc. Pas forcément partir très loin, d'ailleurs. Moi qui habite à Roubaix, ça peut être aller en Belgique où la situation est plus confortable. L'Angleterre, j'ai l'impression que c'est une bonne... Alors, nous, les destinations, après beaucoup, c'est le Canada, l'Angleterre, effectivement, les Émirats Arabes Unis, beaucoup aujourd'hui, mais voilà, donc il y a quand même cet effet d'exclusion qui est quand même tout à fait massif. Deuxième point, en fait, ça rebondit sur des éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est qu'au fond, la loi n'est quand même pas parvenue à séculariser la France au forceps. En fait, elle n'a pas réussi à démusulmaniser d'une certaine façon les gens. Et moi, j'ai envie de dire, et ça a été dit un peu tout à l'heure, bien au contraire, en fait. Même, on ne peut pas, à mon sens, comprendre certains virages orthodoxes, y compris la salafisation de certains courants musulmans, indépendamment de la répression croissante de l'islam. D'une certaine façon, c'est aussi parce que... voilà. Autre point, c'est qu'une des réactions quand même qui va être en forme d'auto-organisation, ça va être la construction d'écoles musulmanes en fait. Oui. Voilà, on a à cette époque-là des écoles primaires et des lycées qui vont émerger comme alternatives, et donc des formes d'auto-organisation qui peuvent être vues comme relativement positives, mais qui sont ensuite reprochées aux musulmans. On leur reproche de se séparer, de se communautariser, etc. Bon, et par ailleurs, et bout de l'histoire, et c'est pour ça que 20 ans après...
voilà, les choses ne sont pas forcément améliorées, c'est qu'aujourd'hui, c'est précisément ces institutions-là qu'on attaque, en fait. C'est-à-dire qu'on a commencé par s'en prendre aux individus. Aujourd'hui, on s'en prend aux organisations collectives qui ont été construites tant bien que mal dans ce contexte difficile, que ce soit les associations, que ce soit les écoles, que ce soit les mosquées. Aujourd'hui, ça arrive de toutes parts et on est en train de démanteler d'une certaine façon cette organisation collective de 30 ans d'histoire et de lutte des musulmans de France. Et donc, le tableau est assez sombre. Mais c'est ça qui... Alors, juste une dernière question, mais c'est ça qui me paraît un peu paradoxal dans leur truc, c'est qu'on va reprocher aux musulmans d'être dans le séparatisme, dans le communautarisme, alors qu'on les empêche, alors qu'ils fréquentaient l'école publique, donc ils fréquentaient tout le monde, et on veut les empêcher de faire ça, et alors même que c'est sûrement ceux qui ont le moins accès à ce qui est pour moi vraiment les écoles séparatistes, qui sont les écoles privées. Après, il y a un mouvement vers l'école privée, moi, que je vois dans les quartiers populaires aujourd'hui, qui dépasse, au fond, la question simplement du traitement du voile, parce qu'il y a un tel désinvestissement de l'État dans l'école publique. Les gens ont tellement conscience qu'au fond, les écoles publiques sont de second ordre, que pour sauver leurs gamins, ils vont les mettre dans les écoles catho, qui sont quand même moins violentes pour les musulmans, je crois, en fait. Donc, ça a été une alternative pour certains d'aller là-bas. Merci Julien Talpin qui doit quitter. Il n'y a pas de souci. Tu peux y aller. Merci beaucoup pour être venu. J'espère qu'on te recevra une prochaine fois. On va continuer une vingtaine de minutes, ça vous dit ? On arrête à 21h30. On a parlé de beaucoup de gens, mais je voudrais citer un nom qu'on n'a pas encore cité et qui pourtant a vu sa carrière décoller à cette époque et qui est aussi une grande féministe. C'est celle de Caroline Fourest. Quel a été le rôle de Caroline Fourest à cette époque ? Est-ce qu'elle était déjà connue ou elle s'est fait connaître avec ça ? On est obligé de parler d'elle. Je suis vraiment d'accord avec Ismaël. Et je vais faire un truc. Ça ne se fait pas. On ne dit pas ça à un intervieweur, mais cette question ne présente aucun intérêt. Mais quand même, oui, elle existait déjà. Elle a dirigé une petite revue plus ou moins confidentielle, et pas forcément mal d'ailleurs, qui s'appelait Pro-Choix, qui était sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Elle n'avait pas de notoriété majeure, mais voilà. Elle était à tel point peu connue dans ses positions que quand il a lancé la pétition oui à la laïcité et non aux lois d'exclusion, Pierre Thévanian l'a sollicité. D'accord, ah oui. Non, et c'est à sa réponse qu'il a compris qu'il avait fait une mauvaise pioche. Infiltré comme journaliste anonyme les milieux musulmans. Oui, alors mais c'est après. C'est après ça. C'est après ça. Et donc voilà, en effet, elle s'est construit sa notoriété à partir de ça. Elle a acheté à bas prix le fonds de commerce de la spécialiste de l'islamophobie, et puis elle n'a rien produit. Je crois qu'il ne faut pas galvauder l'expression grande féministe. Tous les guillemets. Je dirais plutôt petite bonne femme, voilà. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je n'ai rien à rajouter. Comme tant d'autres, d'accord, elle est l'incarnation vivante et palpable de quand on surfe sur la bonne vague au bon moment, on arrive à devenir experte de son domaine. Tout ça avec, c'est plus des guillemets là, c'est. Ouais. Et elle a été adoubée par toute une gauche quand même, qui considérait qu'elle était le féminisme, alors qu'elle s'est rapprochée du fémonationalisme tout de suite. C'est aussi l'homonationalisme aussi pour. Elle n'a rien loupé. Elle a été sur toute la ligne. Oui, elle a mangé à tous les râteliers, comme on dit. Sur toute la ligne réac, elle n'a loupé aucune étape. Et là, mais elle en a encore à parcourir. Ah oui. Elle finira fasciste, comme Michel Onfray. Et sur 2004, le bilan, on voit qu'il y a encore des discussions sur la présence en fait musulmane à l'école, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois ils vont chercher un prétexte. On a vu que parfois il y a des débats sur le Ramadan, les élèves sont absents, donc on sent qu'au final, ce qui les dérange, c'est la présence comme tu as dit, de ces autres. Est-ce que déjà en 2004, vous attendiez, est-ce que vous disiez bon, ça va s'arrêter là, ils vont pas aller plus loin, ou est-ce que vous disiez que ça risque d'ouvrir les portes à encore plus? Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit encore maintenant encore plus grave et qu'on se dise que la loi de 2004, on en est loin? Moi, j'ai deux niveaux de réponse. Un niveau personnel. Moi, déjà,
je fais partie de ces personnes crédules ou naïves ou sous-politisées à l'époque qui étaient persuadées que la loi ne passerait pas. D'accord. Mais vraiment, hein. D'accord. Et même quand on était encore du sein du collectif Une école pour toutes et tous, du sein du collectif Féministes pour l'égalité ou d'autres, et voilà, donc qui s'est pris en fait la promulgation de la loi comme un échec personnel, collectif, parce que c'est un échec en soi puisque elle est passée. Et sur le deuxième pan, sur le deuxième élément de réponse concernant en fait, est-ce que je m'attendais ou est-ce qu'on s'attendait à ce que ça enfle et ça empire? En fait, on avait déjà, durant les débats, pendant la promulgation de la loi et tout de suite après, en fait, déjà, ces extrapolations et la mise en place vraiment, en fait, d'un filet, d'une toile d'araignée qui était en train de baliser, en fait, tous les pans de la société par rapport à ces exclusions et ces stigmatisations. On avait déjà les exclusions des mères qui portaient le foulard des sorties scolaires. Alors, on voulait bien d'elles pour faire des gâteaux de l'Aïd. Aucun problème. Parce qu'on aime bien les gâteaux mais on ne voulait pas d'elle nulle part, y compris dans les conseils de classe. Moi, j'ai fait de la résistance. Pour le coup, j'assume. J'ai fait de l'entrisme partout. Je suis rentrée dans tous les conseils d'école, les conseils de classe, les commissions municipales, extra-municipales. Donc, il y avait ce niveau-là. Après, on l'a vu tout de suite, Tout de suite, on l'a vu, interdiction des femmes ou des filles voilées dans les bowling, dans les salles de sport, au restaurant. Je me suis retrouvée dans un café, je me rappelle, avec des copines du collectif Féministes pour l'égalité. Il y en a un qui est venu me dire en me disant « Excusez-moi, madame, cet espace est laïque. » Un café. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a eu ça, et ça, c'est monté en puissance depuis. C'est pour ça que je dis que la loi de 2004, c'est vraiment la mère de la législation d'exception qui a permis... Parce qu'après, il y a eu la loi... Moi, je l'appelle la loi sur le niqab. C'est pas la loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public. Ouais, j'ai été auditionnée par la commission. Je me rappelle plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Bref. Ou d'ailleurs, voilà. Et après la circulaire Châtet, on a fondé le collectif Maman Toutes Égales parce qu'on s'est dit, ok, on a perdu sur la loi de 2004. Là, il y a un créneau, on peut gagner en jouant sur la corde sensible, les mamans, l'accompagnement, l'humiliation vécue au pied des bus par les mamans, des choses comme ça. On a gagné parce que le Conseil d'État en décembre 2013 a rendu un avis qui a stipulé, je laisse le juriste décliner en fait cet avis-là. Donc sur ça, on a gagné, sauf qu'on a gagné sur le papier. Parce que depuis, les exclusions des mamans des sorties scolaires perdurent. Ouais, dans la pratique. Ça a convaincu les gens. Voilà. Les gens se sont retournés, ils sont devenus des rhinocéros, un peu comme dans l'histoire des rhinocéros. Ouais. Mais le changement de la définition de la laïcité, pour moi, c'était fondateur. Ouais. Et on savait qu'on s'en tirerait pas comme ça avec le changement de la conception de la laïcité qui devenait totalement sectaire. Et le mot laïque qui change de sens, qui est presque c'est le lieu sans les musulmans, quoi. Ah oui, les gens sont devenus, soi-disant, moi je suis laïque. Oui. Ce qui voulait dire je suis anti-musulman, quoi, grosso modo. Je suis laïque. Je pense sur le sens du mot laïcité, c'est la principale bataille qu'on a perdue. Ouais. Mais ouais, grave. Enfin, principale bataille, oui. Après la bataille concrète... Dans le micro, juste. Oui, mais je serais tenté d'essayer d'analyser ça d'une manière un peu théorique. Ce qui s'est passé, c'est une campagne de discours totalitaire. C'est-à-dire l'imposition par une force effrénée des médias, du monde politique, etc., d'évidences nouvelles. On a cherché à rendre évident, par exemple, le fait que le foulard n'a pas sa place à l'école. Construire une évidence. Comment est-ce qu'on a construit cette évidence? En s'appuyant sur un principe très consensuel en France, très important, irrécusable, y compris pour moi, je pense pour mes deux amis ici, celui de la laïcité. Sauf que on a utilisé non pas le concept de laïcité, mais le mot laïcité. Oui. À partir du moment où on vous dit ah, mais accepter le foulard à l'école, c'est contraire à la laïcité, alors que tout le monde dit que c'est bien la laïcité, ouais.
Et il n'y a pas assez de puissance de feu en arrière pour dire mais qu'est-ce que vous dites, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Ce qui était la vraie réponse. Mais ça ne celle de 1905, c'était la position de Bobéro et voilà. Et donc on nous a imposé le mot laïcité, mais plus généralement le mot laïcité transformé, enfin la contre-révolution conservatrice dans la laïcité, mais plus généralement on nous a imposé de nouvelles évidences, c'est-à-dire l'évidence par définition, c'est ce qui ne se discute pas. On a fabriqué, non pas un débat, on a fabriqué un non-débat. On a fabriqué une situation dans laquelle, cause toujours tu m'intéresses, il n'était plus possible de débattre. Et aujourd'hui, nous héritons de ça. Aujourd'hui, nous héritons de ça. C'est-à-dire que on continue d'afficher le colifichet, la laïcité. Tout le monde a oublié qu'il avait changé de sens ou que les gens qui l'emploient aujourd'hui l'emploient dans un sens qui n'est pas son sens historique. On continue d'utiliser ça. La loi de 2004 a tellement renforcé le fait qu'elle s'imposait de façon tout à fait évidente qu'on peut nous dire aujourd'hui, eh ben oui, la baya, c'est pas possible, au nom de cette loi, que personne n'ose discuter dans son principe. Il y a eu une interdiction du débat. Et c'est pour ça que je crois que lancer le mot d'ordre, Julien n'est plus là pour me contredire, lancer le mot d'ordre d'abrogation de la loi, certes, ne va pas rencontrer l'enthousiasme immédiat des masses populaires, mais peut permettre de reposer les questions qui n'ont pas été posées, peut permettre de relancer le débat qui n'a pas eu lieu. Et je pense que, bon, ça vaut le coup. Moi, je suis un vieux bonhomme, j'ai une vieille expérience politique, c'est-à-dire une vieille expérience de l'échec. Alors un échec de plus, un échec de moins, je ne suis pas forcément à ça près. Mais ça vaut le coup. Michel, tu voulais... Non, je ne crois pas, non. Je voulais juste rajouter qu'avec le changement de terme de laïcité, là maintenant, ils veulent la mettre avec la devise. Oui. Ah oui. Liberté, comme si c'était une valeur... égalité, fraternité, solidarité, laïcité. Ils veulent la faire rentrer dans la gorge de tout le monde. Et laïcité, la leur. Qui sera pris bien sûr dans son sens nouveau. Évidemment, évidemment. Mais, et puis il y a eu, par rapport à ta première question, il y a eu la vague néoconservatrice qui venait en même temps. En 2004, et qui accompagnait tout le mouvement d'islamophobie, de l'ennemi, c'est l'arabe, quoi. Ouais. L'ennemi de l'intérieur. D'ailleurs, pour rebondir sur cette question, justement, c'est que parmi le pseudo-bilan qui a été fait par... en plus, c'est pas anodin, Hanifa Cherifi, d'accord ? C'est-à-dire que c'est bizarre parce que les messagers sont toujours racisés quand il s'agit en fait de porter des mauvaises nouvelles. Et surtout quand il s'agit de discriminer les racisés aussi en l'occurrence. C'est que dans son bilan, qui n'en est pas un, où elle disait finalement il y a eu 45 exclusions, sinon tout est rentré dans l'ordre, l'école a été pacifiée. La seule chose qu'on peut déplorer, c'est que les filles qui viennent à l'école et qui le retirent, le remettent en sortant. Ben oui. mais le programme, en fait, il est là, en fait. Il est dans cette phrase, le programme à venir des 20 ans qui ont suivi, en fait. C'est clair, l'espace public. Voilà. Là, je viens juste de voir qu'il y a encore une proposition qui a été déposée, une proposition de projet de loi qui a été déposée par un certain nombre de sénateurs et sénatrices qui vise à interdire le foulard dans l'espace public. La semaine dernière, ou il y a 15 jours, 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et pas Journée de la femme, des droits des femmes. Le sujet sur la chaîne parlementaire, s'il vous plaît, d'accord, c'était quoi ? C'était le voile encore. Et le voile toujours arrimé à la laïcité. Comme si dans ce pays, c'était la laïcité qui avait émancipé les femmes. Ça aussi, c'est un nouveau narratif, en fait, un nouveau récit national, mais qui est passé. Mais d'ailleurs, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que même dans leur logique de l'émancipation des femmes, je n'arrive pas à comprendre comment... ça ne marcherait pas si elles avaient le voile. On a l'impression que si elles enlèvent le voile, le discours peut passer, mais si elles l'ont, ça bloque. Je ne sais pas, ça fait protection. Et sur le mot aussi qui perdent leur valeur et qui sont utilisés n'importe comment, il y a aussi le mot république qui est utilisé comme ça. Et avec Blanquer qui avait parlé de tenue républicaine. Ouais. Voilà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On va arriver à la conclusion. Républicain. Sans fin. Je voudrais juste faire une... Ça veut dire bien. Mais oui, c'est ça, vu que le sens est positif. Juste une petite pub
Caroline Fourès, il y avait le livre de Sadri Kari qui avait écrit Sainte Caroline contre Tariq Ramadan, si vous voulez en savoir un peu plus sur ça. Je voulais un peu terminer peut-être avec un point positif, parce qu'on a vu tout ce qui allait pas bien, on a l'impression que là 2004 pour les gens c'est entériné, il n'y a plus rien qui change, on a l'impression qu'on ne peut plus revenir dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté positif dans l'évolution des débats et des sujets du côté de la gauche, où par rapport aux années 2000, et surtout en particulier dans les milieux féministes, il y a eu un aggiornamento sur les questions de l'islamophobie. C'est-à-dire que c'est plus aussi simple. Il y a eu une vraie formation, il y a une vraie, notamment grâce à l'antiracisme politique. C'est le combat qu'on a mené et qui a été fait pendant 15 ans, mais que maintenant il y a quelque chose, il y a un repensé sur ça. Il y a une redéfinition, une remise en avant de la question de l'islamophobie au sein de la gauche. Oui, ou une mise en avant tout court, je dis remise. Oui. Le cas le plus parlant, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Oui, 2015. À tel point qu'on a inventé le mot arc républicain pour définir ce dont il ne fait pas partie. Ouais. Personne n'avait entendu le mot arc républicain avant que ce soit pour dire que Mélenchon n'est pas dedans. Hein. Et en effet, pourquoi n'est-il pas dans l'arc républicain? Pourquoi n'est-il soi-disant pas dans le soi-disant arc républicain? C'est parce qu'il a participé en 2019 à la grande manifestation contre l'islamophobie. D'accord? Et pour beaucoup, pour moi y compris, hein, ça a été une surprise. Le même avait dit que le burkini était une provocation salafiste. Qu'il ne croyait pas au mot islamophobie en 2017, je crois. Il ne voulait pas employer le mot islamophobie. Le burkini était une provocation islamiste. Mariam Pouchtou se comportait mal et faisait de la provocation inutile. Les femmes voilées se stigmatisaient d'elles-mêmes, etc. Il avait sorti absolument toute la panoplie. Toute la panoplie était sortie de sa bouche, et du jour au lendemain, et tant mieux, et bravo, hein, et il a pris des coups pour ça, il a changé de discours. Et c'est certainement significatif du fait que le discours était changeable. Moi, ce que je vois, c'est ça. Le discours était changeable. Alors, il prend des coups, mais ça n'empêche pas de rester une personnalité importante, etc. Et ça ricoche sans doute sur ce que je disais au tout début, à savoir... Pour une grande masse de la jeunesse, oui, les jeunes générations. Ces débats d'une violence extrême que nous avons connus il y a 20 ans apparaissent comme invraisemblables. Voilà. Mais même dans des stades, il y a eu des stades où on demandait à des jeunes, même le voile à l'école, et il y avait une bonne proportion qui ne voyaient pas le problème. Mais bien sûr. Moi, je me rappelle, comme j'étais pendant très longtemps à la commission Islam et laïcité, quand je me rappelle, alors je crois que c'était en 2008 ou 2009, à l'occasion du débat là, sur l'identité nationale, on avait commandé un sondage sur lequel nous-mêmes avions travaillé pour éviter d'avoir des questions orientées ou fermées. Ouais. Mais les résultats du sondage, en fait, je veux dire, les raisons d'espérer sont là, en vérité, quand on veut bien les faire apparaître, les visibiliser, arrêter les silencier. Et donc, finalement, voilà, chez les jeunes, dans les associations de femmes, il y a florès d'associations de femmes racisées et autres qui ont émergé, qui s'emparent de ces questions de manière, en auto-organisation. Et moi, j'ai coutume de dire, en fait, que plus et mieux on s'auto-organise politiquement à la base, plus en haut, ils paniquent. Bah oui, mais c'est ça. Et que finalement, toutes ces lois qu'ils essaient, ces mesures discriminatoires terribles, qui datent, qui nous renvoient, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup renvoyé à l'histoire de ce que me racontait ma grand-mère algérienne sur ce qui se passait en Algérie, cérémonie de dévoilement. Voilà, on monte sur l'estrade sauvage, on se dévoile, on redescend civilisé, en fait. Toutes ces questions, en fait, elles ont émergé dans justement ce florilège d'associations de femmes qui se disent féministes, mais pas fémo-nationalistes, et qui s'emparent de ces questions, se mobilisent selon leur agenda, selon leurs priorités. Parce que moi, les discours féministes autour d'un thé dans un salon à l'abri, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de m'engager et de créer des alliances ponctuelles sur des sujets par lesquels nous sommes toutes concernées en tant que femmes. Et sachant que l'essentiel, franchement, nous rassemble, parce qu'à l'échelle des femmes, on vit beaucoup de choses similaires. Ouais,
Quand tu dis qu'en haut, parfois ça panique, mais je trouve, moi je ne peux pas m'empêcher de penser que par exemple ce qu'a fait Aurore Berger en stigmatisant des organisations féministes, c'est une panique de la part de ceux-là sur les évolutions qu'a le milieu féministe. Alors là c'était sur la Palestine, mais c'est aussi lié à un retour critique sur les questions du voile, de l'islamophobie et tout. Nous, je me rappelle, on était concernés parce que le collectif Féministes pour l'égalité, donc on n'a pas de subvention, grâce à Dieu, on n'a pas de subvention, on a gardé notre autonomie et on a des subventions de fondations comme ça complètement privées et indépendantes. Mais je sais que quand, je crois que c'est Pécresse qui avait sorti le fait qu'il fallait signer, si les associations ne signent pas le truc sur la laïcité, sur l'égalité, hommes-femmes et tout ça, on leur coupe les subventions. Qui était visé ? C'est les chartes qui était visé ? Donc non, il y a eu évidemment que si on regarde les raisons d'espérer, moi j'y crois beaucoup, c'est qu'évidemment ça bouge et tant mieux, ça s'auto-organise, il y a des choses. Maintenant les racisés ne demandent plus d'autorisation, même s'ils ne l'ont jamais attendu. Pour s'engager, parler, croiser l'antiracisme politique avec la question décoloniale, la question des femmes, selon nos propres agendas. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, ça y est, on serait déjà dans un état totalitaire, même si on n'est pas loin. Michel ? Sinon, c'était tout à fait pour aller dans le même sens qu'Ismaël. Je pensais à toute une jeunesse musulmane qui existe, quoi, qui prend la parole, qui se pose là, et ça, c'est super encourageant, quoi. Moi, je vois les filles voilées à l'ENS ou à Sciences Po ou à l'EHESS, et le travail qu'elles font, qui est un travail souvent politique, de prise de parole et d'existence, qui est très, très encourageant. Je veux dire, ces jeunes, en plus, c'est des jeunes souvent très formés, quoi, très diplômés, ils se battent, quoi. Ça, c'est super, moi, je trouve. Ah oui, on se bat, et pas, je l'ai dit dans un débat. Si, force respect, c'est ça le truc. Dans un débat, il n'y a pas trop longtemps, en fait, on n'a pas besoin d'apprendre à se libérer, parce que ça coule dans notre ADN, en fait. On descend, en tout cas, moi, je descends de résistant algérien. J'ai pas besoin qu'on m'apprenne c'est quoi la liberté, c'est quoi combattre pour nos droits. Je sais, j'ai une expertise, j'ai une histoire, et voilà, ne venez pas me libérer. Ça fait longtemps que j'ai décidé de m'en charger par moi-même. Donc malgré tout, une note d'espoir quand même. Ah bah oui, on est vivants. Sinon, on serait pas là. On est tous vivants et on se bat. Tant qu'on est vivant. On va pas se suicider en sortant du studio. Non, ça va. Est-ce que quelqu'un veut mettre un dernier mot de conclusion ou... Non, moi je voulais juste parler quand même. D'ailleurs, s'il y a une promo, oui, c'est voilà, le livre. Ce livre, parce qu'évidemment, on a dû se débrouiller. Christophe à la main. C'est bon, d'accord. On a dû se débrouiller par nous-mêmes, pour faire la promo, parce que c'est une histoire quand même. C'est la fabrique à récupérer le coup. Initialement, on n'était pas avec la fabrique, donc. D'accord. Ah oui, non. Ah d'accord, moi je pensais que c'était la fabrique. Non, pas du tout. Donc voilà, donc on est arrivé à la fabrique après moult péripéties. Et la fabrique, la sortie en l'état en fait, parce qu'il était déjà tout fait, tout avait été pensé. Et en fait, dire que le bilan de la loi de 2004, d'accord, il est là, il est dans ce livre. D'accord. Parce qu'il y a des filles, des femmes qui parlent, parce qu'il y a tout un pan de témoignages recueillis par beaucoup de personnes, notamment Laurent, sur tout ce qui concernait les collégiennes, les lycéennes, mais on a fait d'autres chapitres aussi sur le monde du travail. D'accord. Sur le monde du travail, sur le monde associatif et politique. D'accord. Et sur les mamans voilées, pourquoi ? Pour dire que voilà ce que ça a été, et ça n'est... Alors, je ne sais pas à quel pourcentage je vais les dire, mais ça n'est qu'un millième du véritable bilan qui n'aura jamais lieu, parce que en fait, on a invisibilisé, y compris les effets de l'exclusion et de la sortie du champ de l'égalité et de la liberté des jeunes filles et des femmes musulmanes qui portent un foulard. C'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci Ismaël Chouder. Merci Michel Sibony. Merci Laurent Lévy. Merci aussi à Julien Talpin qui a dû nous quitter. Merci à toute l'équipe technique. Merci pour cette super émission. Merci sur le chat aussi. Merci pour les dons. Vous savez que comme il y a la discussion, je ne peux pas vous dire merci pendant l'émission, mais merci beaucoup pour votre soutien. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre d'émission. Et on va se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, on aura des invités qui viendront parler du cas de la censure à l'université, et notamment des gens qui étaient à Sciences Po. Je ne sais pas si vous avez vu la polémique avec Sciences Po sur
l'accusation d'antisémitisme et tout. Donc on va les inviter pour parler de ça, mais aussi de parler de l'engagement des universités par rapport à la Palestine. Ça sera la semaine prochaine et aussi normalement la semaine prochaine, il y aura la perme. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Wissam. Merci. À la semaine prochaine.